Bienvenue à cette soirée consacrée à un thème crucial puisqu'il se situe au carrefour finalement de deux notions à la fois complémentaires et antinomiques. D'abord celle de l'enfance, puisqu'effectivement on clôture un cycle de conférences consacré à l'enfance. L'enfance qui est le lieu de tous les possibles, puisqu'un enfant peut aller a priori dans toutes les directions. Et le concept de prédiction du comportement, qui au contraire tente à restreindre justement ces possibles et à assigner une destination finale au comportement des êtres humains que nous sommes. Donc l'enfant multi-possible et la prédiction du comportement qui finalement veut tracer une ligne rouge unique dans l'existence d'un être humain. Voilà deux entités qui a priori peuvent sembler difficilement compatibles et de fait on va voir que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors ce soir, pour en parler, nous allons accueillir Jean-Claude Amezen à mes côtés. Jean-Claude Amezen, vous êtes professeur d'immunologie à l'université Paris 7 à l'hôpital Bichat, président du comité d'éthique de l'INSERM et membre du comité consultatif national d'éthique. Nous allons aussi accueillir Bernard Golz, qui viendra un petit peu plus tard, qui est pédopsychiatre, chef de service à l'hôpital Necker, professeur de psychiatrie de l'enfant à l'université Paris 5, et Philippe Jamet, pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, également à l'université Paris 5. Alors, on voit d'emblée que la notion de prédiction des comportements, et en l'occurrence il s'agit de ce qu'on appelle les troubles des conduites, eh bien, ça rejoint finalement ce que j'en discutais avec Jean-Claude Amezen tout à l'heure, un petit peu des fantasmes immémoriaux. Le fantasme d'une fatalité, c'est quelque chose qui remonte à la Grèce ancienne. On sait par exemple qu'il y a des oracles dans la Grèce antique. Il y avait par exemple le mythe de Persée. Persée, c'était le héros qui avait tué la Méduse. Mais ce qu'on dit moins souvent, c'est que lorsqu'il était né, un oracle avait prédit à son grand-père qu'il serait tué par son petit-fils. Et le grand-père, face à cet enfant inquiétant, avait décidé de l'enfermer avec sa mère. Et malheureusement, des tonnes d'imprévus étaient arrivés. Zeus avait mis son grain de sable là-dedans. Et l'enfant avait été sorti de sa prison et puis était entré dans tout un cycle d'aventures avec la Méduse. Et puis finalement, parvenu au sommet de sa gloire, il s'était retrouvé dans les jeux du cirque où il avait lancé un disque. Et le disque s'était perdu dans la foule et avait fracassé le crâne d'un pauvre vieillard qui se trouvait être son grand-père. Donc les Grecs étaient vraiment pétris de cette notion de fatalité. Et ce qu'on va voir, c'est que l'esprit humain est toujours un petit peu tenté par ce mythe de la prédiction totale et qu'au fil des époques, la science apportant de nouveaux outils pour nourrir ce fantasme, et l'outil le plus récent étant par exemple la génétique, eh bien on peut voir ces mythes ressurgir épisodiquement au cours de notre histoire. Par exemple, récemment, on a vu un film sortir sur les écrans, enfin récemment, il y a quelques années, Minority Report, je ne sais pas si vous vous souvenez. D'accord, plus doucement. C'était un film qui mettait en scène une société policière dans laquelle les enquêteurs auraient la possibilité d'anticiper des crimes futurs, justement sur la base de 1000 données concernant les citoyens, et donc d'intervenir pour empêcher ces crimes. Là encore, c'était la mise à l'écran de ce fantasme d'anticipation et de prédiction des comportements. Alors, on peut encore aller plus loin, et je me permets de continuer puisque nous attendons nos invités, en se demandant sur quel genre de politique ça peut déboucher. Et on sait par exemple qu'en ce moment en politique internationale se développe beaucoup la notion de guerre préventive, c'est-à-dire qu'on intervient en fonction d'une action qui, suppose-t-on, va se produire. On suppose qu'il y a des armes de destruction massive quelque part, on intervient parce que, pense-t-on, le drame va se produire. Donc on voit très bien qu'il faut prévenir des choses dont on peut avoir peur en les prédisant. Mais quelle est la frontière entre la prédiction absolue et la prévention ? Là, j'ai parlé de guerre préventive, mais il peut y avoir une prévention sans guerre. Et c'est de cela qu'on va essayer de parler, puisque effectivement la science, on va le voir, peut émettre des prédictions avec une certaine souplesse sur les risques que peut avoir un enfant de déployer certains comportements asociaux. Mais ce sont des risques, ce sont des vulnérabilités, on va en parler. Et là encore, toute la question va être de prévenir sans faire la guerre. Alors, Jean-Claude Amezen, vous êtes à mes côtés. Vous avez participé, je crois, à la formulation d'un avis du comité d'éthique sur l'expertise collective de l'INSERM
qui a été publié, je crois, en 2005. C'était donc une entreprise collégiale de tout un groupe de chercheurs de l'INSERM qui avait rassemblé, je crois, toutes les données de la littérature scientifique dans de multiples pays sur ce trouble des conduites et la prédiction des troubles des conduites qu'on peut faire sur la base de premiers indices dans l'enfance. Alors peut-être que ce qu'on pourrait faire ensemble déjà, c'est rappeler ce qu'est le trouble des conduites. Alors justement, l'expertise collective de l'INSERM était le trouble des conduites. Et là, nous avons ce soir les troubles des conduites. Déjà, est-ce que cette différence entre pluriel et singulier a un sens ? Oui, alors il y a plein de questions. Il y a ce rapport sur le trouble des conduites, je vais y revenir, qui a été publié il y a 2 ans, qui a fait beaucoup de bruit, qui d'ailleurs a d'abord été l'objet de réflexion et de recommandations de la part du comité d'éthique de l'INSERM, avant de devenir, quelques mois plus tard, l'objet d'un avis du comité consultatif national d'éthique. Il y a la question de la prédiction, comme vous le disiez, et comment est-ce que la science peut prédire, et en général la science prédit d'autant mieux qu'elle prédit en termes probabilistes, c'est-à-dire qu'elle prédit ce qui va se passer dans une portion d'individus qui sont regroupés parce qu'ils partagent certaines caractéristiques communes. Elle prédit rarement, et en général en raison d'événements extrêmement contraignants, des avenirs individuels. Et il y a une très grande confusion entre le fait de prédire que sur 100 personnes partageant certaines caractéristiques, 20, 30, 50 développeront une particularité, un comportement, une maladie, et faire une prédiction qui s'adresse à une personne. On peut faire une prévention chez 100 personnes en sachant que seuls 20, 30 ou 50% sont exposés au risque. Et donc, on peut totalement dissocier la prévention. Quand on fait de la vaccination, pour dire quelque chose de très trivial, on protège une collectivité sans évidemment avoir la moindre prétention de savoir quels sont les individus particuliers qui seraient tombés malades s'ils n'avaient pas été vaccinés. Donc, accompagner, prévenir, prédire individuellement, prédire collectivement, c'est des démarches complètement différentes. Voilà, je crois que c'est une notion. Donc ça c'est la première chose. Et plus les éléments d'analyse, je donne un autre exemple. Il y a le nom qu'on donne aux facteurs de risque que l'on veut essayer de prévenir et qu'il faut bien prédire avant de prévenir. Lorsqu'on mesure la tension artérielle, on dit qu'on mesure une tension artérielle. On ne dit pas qu'on mesure une hémorragie cérébrale. Lorsqu'on dose le cholestérol, on dit qu'on dose un niveau de cholestérol. On ne dit pas qu'on dose un infarctus du myocarde. Lorsqu'on identifie un gène dont la présence est un facteur de risque probabiliste pour le développement de la maladie, on lui donne le nom de la maladie. Et donc on fait un pas, c'est-à-dire qu'au lieu de nommer ce qui est un facteur de risque et qui va aboutir à un accompagnement, un traitement ou une prévention, on donne le nom de ce qu'on craint déjà. Et donc, il y a l'idée qu'au fond, ça va arriver. La deuxième chose, c'est quand vous mesurez, pour rester là-dedans, un taux de cholestérol ou une tension artérielle, c'est ce qu'on appelle une variable continue. C'est moyen, c'est au-dessus de la moyenne, c'est très au-dessus de la moyenne, et on voit bien qu'on peut associer l'idée de probabilité à ce glissement. C'est plus ou moins haut. Lorsque vous identifiez un gène ou un variant de gène, c'est ce variant ou pas ce variant. Et donc, vous avez une réponse de 100%. Et comprendre qu'une réponse de 100% se traduit par une probabilité de 20%, ça devient difficile. Donc, je crois qu'il y a toute une série de problèmes qui tiennent simplement à la manière dont on considère et on comprend en termes de probabilité le risque. Juste pour terminer là-dessus, ce qu'on appelle la médecine individuelle, et dont on parle beaucoup aujourd'hui, est évidemment pas une médecine qui traite l'individu et personne d'autre, parce que si elle ne traitait que l'individu, ses effets ne seraient pas mesurables. Donc elle traite un groupe d'individus, simplement elle est considérée comme d'autant plus individualisée qu'on rattache cette personne à d'autres personnes qui ont le plus de caractéristiques communes qui intéressent le médecin à cette personne. Donc la médecine la plus individualisée reste une médecine de groupe, et on a beau grouper des gens entre eux sur certaines caractéristiques, ça n'en fait pas des personnes identiques. Donc c'est toujours cette idée au fond qu'on est dans des probabilités. Maintenant, en ce qui concerne ce que vous disiez, le trouble des conduites, les troubles des conduites, c'est tout ce qu'on peut considérer, et c'est pas un problème simple, dans les conduites des enfants comme étant... Alors, il y a deux choses. Inapproprié, c'est une chose. Trouble, c'est déjà plus complexe. Est-ce que ça veut dire difficulté à comprendre de la part de celui qui le fait? Est-ce que ça veut dire déterminisme? Est-ce que c'est entre la maladie ou bon? Donc, c'est tout ce qui, dans les conduites, ne va pas. Le trouble des conduites dont il s'était agi il y a 2 ans, c'est une maladie
définie au niveau international comme une maladie, comme un trouble, de définition très ambiguë, parce que ce qui caractérise en gros les symptômes de cette maladie, c'est d'enfreindre la loi en portant gravement atteinte aux personnes. En d'autres termes, le trouble des conduites, Bernard Gols me reprendra si je dis des bêtises, c'est à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, 18 ans, le fait de faire des vols à main armée, des viols, des attaques avec des armes ou des destructions de propriétés. Donc c'est quelque chose qui en fait se définit à la fois par une atteinte très grave à la personne et comme une infraction aux lois. Et quel est le lien avec la médecine? C'est déjà la première question. Où est la frontière entre ce qu'on appelle la délinquance et ce qu'on appelle la médecine? Est-ce que chaque personne qui fait des vols à main armée est, entre guillemets, un malade? Bon, c'est déjà une question extrêmement complexe, très grande ambiguïté. Le deuxième problème, c'est la continuité. C'est-à-dire, est-ce que ce comportement à l'âge adulte, il est déjà lisible, visible, analysable et prévisible chez un enfant de 3 ans? En d'autres termes, si un enfant de 3 ans a des crises de colère, si un enfant de 3 ans ou de 4 ans n'obéit pas, est-ce que ça veut dire que rationnellement, on peut tracer une ligne qui va de ces crises de colère au vol à main armée ou aux attaques avec une arme blanche? Donc il y a un problème de fond qui est non pas seulement est-ce qu'on peut prédire, mais est-ce que la façon dont le problème est posé a un sens d'un point de vue scientifique et d'un point de vue social. Alors, accompagner un enfant qui a des problèmes, des crises de colère, qui a des problèmes de comportement, l'aider, faire tout ce qu'on peut pour soulager sa souffrance, parce que ça traduit en général une souffrance, c'est, je dirais, ce que fait la médecine depuis l'origine des temps. Vouloir, dans l'accompagnement qu'on apporte, donner une raison, qui est le fait que l'on prévoit que si on ne fait rien, on connaît déjà l'avenir de cet enfant et cet avenir est dangereux, est quelque chose qui présente des risques très importants, parce que ça veut dire que pour aider l'enfant, en gros, on va lui mettre une étiquette, futur criminel probable, et aider un enfant parce qu'il va devenir un futur criminel probable si on ne l'aide pas, n'a rien à voir avec aider un enfant parce qu'il ne va pas bien. La question de fond, et c'est une question qui se pose régulièrement en matière de médecine, c'est est-ce que, et alors encore plus quand c'est un enfant que quand c'est un adulte, mais c'est très général, est-ce qu'une personne ou un enfant qui souffre, c'est une personne ou un enfant en danger avant d'être éventuellement, dans l'avenir, un danger pour les autres? Alors, sur la question de la traçabilité que vous avez bien formulée entre les événements de la petite enfance et ceux qui peuvent survenir dans l'adolescence, ça va être vraiment le cœur du débat sur dans quelle mesure on peut établir ce lien. Bernard Gols, bonsoir. Donc vous êtes pédopsychiatre, chef de service à l'hôpital Necker, professeur de psychiatrie de l'enfant à l'université Paris 5. Et en retard. Et en retard, mais heureusement que vous êtes arrivé. Je vais vous reposer la même question qu'à Jean-Claude Amezen. D'abord, essayer d'expliquer un peu aux parents, peut-être qui sont là, ce que c'est que les troubles des conduites, comment ils se manifestent, à quel âge ils se manifestent, comment on les reconnaît. Qu'est-ce que c'est, les troubles des conduites ? Alors, oui, comme je suis en retard, je n'ai pas entendu un certain nombre de choses qui ont déjà été dites et je risque d'être un peu redondant. Mais bon, chacun peut avoir sa manière de dire les choses. D'abord, c'est vrai qu'il y a une petite ambiguïté quand on a traduit le trouble des conduites, parce que ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de très homogène, de bien repérable, alors que jusqu'à maintenant, jusqu'à cette expertise-là, on parlait plutôt des troubles des conduites. Puis tout d'un coup apparaît le trouble des conduites comme si c'était vraiment quelque chose de simple à définir. Alors bon, je pense que on aura un débat qui va s'instaurer là également avec Philippe Jamet. C'est pas quelque chose qui est très simple à définir, parce que ou plutôt, c'est quelque chose qui est relativement simple à définir par des critères de surface, des colères, des agressivités, parfois une hyperactivité qui s'y ajoute. Ce sont des signes comportementaux de surface, mais le problème est que derrière cette description, il y a des enfants qui sont très différents les uns des autres. Donc quand on dit le trouble des conduites, on donne l'impression qu'on a affaire à un groupe homogène. C'est pas tout à fait juste. Et si on regarde bien les différents critères qui sont donnés, il y a toute une
série de choses d'ailleurs vraiment très très quotidiennes. Est-ce que l'enfant mord? Est-ce que l'enfant tape? Est-ce que l'enfant s'agite? Est-ce que l'enfant accepte les règles? Enfin, des tas de choses où on a l'impression qu'on parle des enfants les plus habituels. Alors c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont tout à fait au-delà des règles habituelles concernant tous ces critères, mais n'empêche que ça reste des critères de surface et que derrière tout ça, on a des enfants très différents les uns des autres. Alors déjà, il y a une ambiguïté. D'autre part, peut-être je vais reprendre là où en était Jean-Claude Ameisen. C'est vrai que, en tout cas, c'est une description qui est purement descriptive. Hein, c'est purement descriptif. C'est intéressant. C'est la description d'une rubrique de ce qu'on appelle le DSM, c'est-à-dire le diagnostic manuel et statistique, qui est un manuel qui est utilisé par toutes les communautés scientifiques, qui vise justement à ce que dans les différents pays du monde, on essaie de parler des mêmes enfants, ce qui est difficile, hein, parce qu'on a chacun l'histoire de nos pédopsychiatries, l'histoire de la psychologie, on a des traditions différentes. C'est pas facile d'un pays à l'autre de parler des mêmes enfants. Donc le DSM, notamment le DSM-4, a apporté une grande clarification en permettant aux professionnels de parler à peu près des mêmes enfants et de pouvoir les suivre, notamment quand on les traite, de voir ce qu'ils deviennent, de voir si les choses s'allègent. C'était un grand pas, mais c'était un diagnostic qui au départ a été conçu pour les chercheurs, pour justement arriver à repérer des enfants un peu comparables d'un pays à l'autre, et malgré les traditions culturelles ou pédopsychiatriques locales. Et puis peu à peu, c'est devenu une espèce de classification. Et c'est vrai qu'il faut quand même attirer l'attention sur le fait que ces classifications, d'ailleurs, elles doivent être refaites tous les 10 ans. Le DSM, il y a eu le DSM-3 en 83, puis le DSM-4. On attend le DSM-5 parce que c'est pas tellement facile de trouver ces consensus entre les différents pays pour définir des entités. Donc ce sont des entités qui sont un peu variables, hein, en fonction des époques. En disant ça, je ne dis pas du tout que ces enfants-là n'existent pas. Hein. Je ne veux pas volatiliser le concept. Il y a des enfants qui sont très difficiles du point de vue du comportement. Je le sais bien, sans doute Philippe jamais y reviendra. Personne ne le conteste, ça. Mais simplement, les définitions et les frontières avec le normal ou le pathologique sont un petit peu mouvantes. Elles sont mouvantes parce qu'en pédopsychiatrie, qui est une science relativement jeune, donc moi, j'ai pas du tout honte de dire ça, en 2007, l'histoire de la pédopsychiatrie est à peine, je sais pas, on pourrait dire 200 ans, 150 ans, puis ça s'est accéléré depuis. Mais c'est au regard de l'histoire des connaissances, c'est une science extrêmement jeune. Et donc, il n'y a pas de honte à dire que c'est une science qui est encore balbutiante, d'une certaine manière. Alors, dans nos classifications, ne repose sur aucun marqueur biologique. Aucun. Hein, c'est pas du tout comme quand on a la grippe, on a la vitesse de sédimentation qui augmente, on a une mononucléose infectieuse, on a quelques cellules qui augmentent. Pas du tout. On n'a aucun critère biologique d'aucune de nos maladies. Hein. Et quand on a quelques composantes génétiques, ça commence à apparaître dans l'autisme, ça commence à apparaître dans l'hyperactivité, ça commence à apparaître dans les troubles obsessivo-compulsifs. Ce sont des marqueurs de susceptibilité, mais qui ne suffisent pas à définir. Donc on peut pas. C'est très difficile de définir des groupes en disant ceux-là, ils sont vraiment malades et le reste est vraiment sain. On a un continuum au niveau de la susceptibilité, et puis on a des recouvrements. Et donc, nos critères ne sont pas du tout des mesures au sens d'une glycémie, par exemple. Il n'y a pas de glycémie psychique. Hein, on n'a pas des mesures, on a des indices de repérage. Alors, soit des consensus cliniques qui évoluent un petit peu au fil des décennies, soit des critères biologiques qui commencent à apparaître, mais qui sont plus encore des critères de susceptibilité que des critères causaux. Alors, ça ne rend pas les choses extrêmement simples, j'en conviens. D'accord, donc vous travaillez sur des groupes. Voilà, donc on travaille sur des groupes. Et malgré tout, sur ces groupes, eh bien, on essaye d'établir un certain nombre de, pas des lois, mais des règles, alors ce qu'on appelle les trajectoires. Voilà. Et alors, justement, par rapport à ça, je voudrais raconter un tout petit fait clinique. Très vite après l'apparition, parce que donc la définition du trouble des conduites ou du supposé trouble des conduites est une définition purement descriptive. Hein. La délinquance, au bout du compte, est un concept très complexe qui a une composante psychopathologique dans un certain nombre de cas, mais pas toujours. Ameisen l'a rappelé, qui a une composante anthropologique, une composante juridique, une composante politique. C'est un concept complexe. Hein. Donc tirer un fil direct, c'est un petit peu difficile. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce rapport, et encore une fois, je crois que la polémique est un petit peu retombée, on peut en parler plus calmement. Même quand on est contre ce rapport, et je le suis, je ne dis pas qu'il est tout mauvais. Il y a dans ce rapport des choses qui sont intéressantes et d'ailleurs tout écrit ou toute recherche qui permet d'augmenter l'attention aux très jeunes enfants et d'essayer d'augmenter la prévention, il est le bienvenu et je ne dis pas du tout que tout va bien sous le meilleur des mondes et qu'on n'avait pas de progrès à faire. On a des progrès à faire dans l'attention concernant les très jeunes enfants, mais une attention qui ne doit pas les enfermer. Voilà. Alors la difficulté
pour un pays comme la France de ce rapport, c'est que c'est un raisonnement statistique. Et je me rappelle à un moment où la polémique était plus vive et où sur ce sujet-là, on a eu un petit peu à débattre avec Philippe Jamet, qui s'exprimera sans doute après. Philippe Jamet me faisait tout le temps remarquer, à juste titre, mais c'est un raisonnement statistique. Ça veut simplement dire que dans ce groupe-là, 15 ans plus tard, on retrouvera peut-être plus d'enfants qui ont commis des actes délictueux quand ils sont adolescents. Et je suis tout à fait d'accord. Et ça, en tant que raisonnement statistique, ça ne me choque pas. Simplement, il se trouve qu'en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, tous les parents que je rencontre ne sont pas des fins statisticiens. Et que c'est difficile d'entendre ce rapport de cette manière-là. Eux, chaque parent, il entend ça au niveau de son enfant. Et très vite, quand le rapport est sorti, moi j'ai eu des parents à Necker qui venaient consulter parce que l'enfant en crèche avait mordu, parce qu'en maternelle il s'était battu, parce que ceci, cela, et qui me demandaient, en riant de manière un peu jaune, hein, est-ce que mon fils... Alors, est-ce que vous pensez qu'il va être délinquant? Et je leur disais, mais écoutez, non, c'est pas un rapport qui parle d'un enfant donné, c'est un rapport qui parle de groupe à risque. Mais la notion de groupe à risque, Philippe Jamet la comprend très bien parce qu'il est pédopsychiatre, il est intelligent et voilà. Mais la notion de groupe à risque, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'en fait, par exemple, sur 100 enfants qui présentent des troubles des conduites à 3 ans, vous allez en avoir un certain nombre, on ne sait pas combien, voilà, qui peuvent développer... Et surtout, c'est à mon avis extrêmement difficile de dire lesquels. Voilà. Très difficile de dire lesquels. D'abord, si je peux juste rajouter quelque chose, juste un point, parce que je crois que c'est important. Il y a le fait de définir et il y a la façon dont on nomme le problème. Je vais vous donner un exemple très simple. D'un point de vue statistique, de manière extrêmement robuste, le fait de naître noir aux États-Unis d'Amérique donne une probabilité beaucoup plus grande que si on est blanc de se retrouver en prison et donc de commettre des actes qui vont conduire à l'incarcération. Une fois qu'on a défini ce problème qui est connu depuis très longtemps, il n'est pas sûr que d'étiqueter chaque enfant noir comme étant un futur délinquant dont il faut éviter qu'il traduise ça par la délinquance soit la meilleure manière de prendre en charge le problème. Et donc, la robustesse d'une statistique ou d'une observation statistique, et la science, quand elle est solide et fondée sur la reproductibilité, c'est-à-dire sur la robustesse, ne préjuge en rien des conséquences. Le langage n'est jamais neutre. Et il y a toujours plusieurs attitudes qu'on peut faire en respectant au mieux la personne à partir d'une constatation vis-à-vis d'un risque. Alors, ce qui me paraît intéressant aussi, pour terminer juste là-dessus, c'est que si on voulait chercher, si on était d'une naïveté extrême, quels sont les gènes qui favorisent, par exemple, si les gènes qui sont associés à la couleur de la peau favorisent cela, il y a fort à parier que s'il y a des gènes qui favorisent ça, ils sont plus ou autant chez ceux qui ne sont pas noirs que chez ceux qui le sont. C'est-à-dire que les conditions de vie qu'on a construites, l'histoire, la manière dont l'insertion sociale se fait qu'en effet, d'une manière robuste, le système judiciaire, toute une série de choses, ça se passe. Et donc, à vouloir absolument corréler, et on corrélera, je vais vous donner un exemple idiot, si vous regardez un gène qui est particulièrement fréquent dans les populations africaines en Amérique, vous trouvez un gène qui code pour une forme particulière de l'hémoglobine, tout simplement parce que ce gène est fréquent en Afrique. Et si vous cherchez des gènes pour les neuromédiateurs, vous en trouverez peut-être un. Et donc, association, corrélation, prédiction statistique ne préjuge en rien ni du mécanisme exact de causalité, ni de la meilleure attitude qu'il convient d'adopter pour essayer de faire en sorte de prévenir, d'accompagner et de corriger. Je crois qu'on a bien cerné le problème. J'ai envie d'abord de saluer Philippe Jamet. Vous êtes pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris 5. Et pour peut-être vous demander votre avis, on va peut-être rebondir sur ce que disait Jean-Claude Amezen, sur le fait que l'on travaille sur des groupes et qu'il est difficile de savoir quel individu dans un groupe va développer tel ou tel type de problème. Le problème, c'est qu'il me semble que les politiques de santé publique travaillent quand même sur des groupes et sur des populations. Est-ce qu'un rapport comme celui-là n'est pas un outil, une aide pour orienter les politiques de prévention sur certains groupes ? Oui, je pense que c'était l'objectif et je crois que c'est une aide. C'est-à-dire, comme toujours, quand il y a les faits, la connaissance, c'est toujours une aide. Mais tout peut être perverti. Ça, c'est quand même le propre de l'être humain. Il ne faut pas se faire d'illusions. Toute connaissance peut servir à des fins contraires à ce pourquoi, non pas elle est faite, mais enfin à ce pourquoi on souhaite l'utiliser, c'est-à-dire à des fins pour cataloguer, pour exercer une emprise, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour apporter des faits. Après, il faut effectivement les interpréter.
Voilà, et en France, on aime bien, c'est bien, parce que ça met aussi un petit peu de vie, mais on aime bien passionner, on aime bien l'idéologie, voilà, qui est quand même une manifestation souvent très narcissique, c'est-à-dire de nos propres façons de voir et de nos propres émotions. Et du coup, on rentre dans des conflits qui, à la fois, ont le côté vivant et intéressant, s'y permettent un débat, et puis quelquefois sont un petit peu trop passionnel et peut-être finalement assez conservateur, parce qu'ils n'aident pas à prendre en compte un certain nombre de faits. Encore une fois, il faudra les interpréter. Alors moi, je suis à la fois d'accord, et on a eu l'occasion d'en parler avec Bernard, à ce que vient de dire Bernard de Gosse, tout à fait. Mais je crois que justement l'intérêt, j'aurais pas parlé comme ça il y a 15, 20 ans, alors dire c'est le bénéfice de l'âge, il faut bien que ça en ait, de se dire qu'avec le recul, bon, je serais à la fois plus modeste et aussi peut-être plus inquiet d'un certain nombre de choses, en particulier que ce qu'on fait nous fait, plus qu'on ne l'a cru, plus que je l'ai cru. Ouais. Et que donc, c'est pas bon de laisser des personnes s'installer dans des comportements qu'ils n'ont pas choisis d'ailleurs. Hein. Quand on choisit d'avoir des troubles du comportement, ça s'impose. Hein. Ça s'impose pour des raisons essentiellement émotionnelles, où la peur est l'élément, à mon avis, dominant, et où ils risquent de se piéger. Et où en particulier, ça a pour effet de les marginaliser de fait, et surtout, souvent, de retentir sur leurs apprentissages, et donc sur leur image d'eux-mêmes. Et s'il y a quelque chose qui me paraît grave pour un enfant, grave mais pas fatal, heureusement, tout reste toujours ouvert, on est bien d'accord, mais ça devient plus dur. Ce qui me paraît essentiel pour un enfant, c'est de construire une image de lui suffisamment positive. Et que quelqu'un qui ne se nourrit pas de ce dont il a besoin pour se développer, quelqu'un qui ne reçoit pas un certain nombre de gratifications, et quelqu'un qui va vivre dans un sentiment de menace et de peur. Et la peur nous enferme toujours. Voilà. Et c'est à ce titre-là que ça m'inquiète, et que les anglo-saxons, je trouve, on peut le reconnaître, d'abord ils fonctionnent un peu différemment de nous, et à ce titre-là c'est intéressant de confronter. Et ils ont une vue plus modeste, c'est-à-dire personne, ils ne sont pas idiots, ils savent bien que derrière le trouble du comportement se cachent des personnalités assez diverses. Mais ce qu'ils veulent dire, observons simplement le trouble et voyons ce qui se passe. Et ce qu'ils disent, c'est que malheureusement, il a tendance à avoir une assez grande stabilité. Ça ne veut pas dire fatalité, mais 70-75% auront tendance à le perpétrer. Et ce trouble oppositionnel, c'est-à-dire le fait de préférer toujours refuser de se nourrir de ce qu'on pourrait vous apporter, les apprentissages, la sociabilité, risque de vous enfermer dans quelque chose qui devient progressivement votre identité, qui va avoir des répercussions sociales qu'il faut essayer de limiter. Mais enfin, ça va avoir, et des répercussions effectives, c'est qu'ils vont se marginaliser à l'école, ils ne vont pas bien apprendre, et comment vont-ils se valoriser ? Personne ne peut vivre sans une certaine valeur. Alors ils vont faire de leur faiblesse une force. C'est-à-dire, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, l'école, c'est pas pour moi. C'est pas vrai que l'école, c'est pas pour eux. Ils n'ont pas le choix. Bon. Alors, à ce titre-là, je trouve que c'est intéressant de voir un comportement. Et bien entendu, c'est à nous, après, les spécialistes, de dire « Attendez, là, il y a des éléments tout à fait positifs, d'ouverture, on va pouvoir essayer de les renforcer et d'apprécier la gravité de la situation, etc. » Mais c'est peut-être important aussi qu'on soit plus attentif qu'on ne l'est, au niveau de l'école aussi, à un certain comportement, et le nommer est quand même une façon aussi, ça peut être interprété comme une stigmatisation, ça peut l'être, mais ça peut être aussi, cet enfant qui a ce trouble, c'est pas simplement qu'il est mal élevé, que ses parents sont pas corrects, qu'il est mauvais garçon, qu'il a des tendances perverses, c'est qu'il est organisé par des tas de facteurs, d'une façon où ce trouble, et encore une fois, je crois que personne ne choisit d'aller mal. Alors une fois qu'on a identifié ces facteurs, est-ce qu'on peut les dénouer, les démonter ? Mais c'est ce qu'on essaie. Voilà. Bon, c'est ce qu'on essaie. Et donc il y a un repérage, voyez, qui me semble intéressant à faire en tant que tel. Et vous savez, là aussi, mon expérience m'a montré que... au bout d'un certain temps, un alcoolique ressemble à un autre alcoolique, un toxicomane à un autre toxicomane, une anorexie à une autre anorexie. C'est-à-dire que petit à petit, c'est comme un cancer, le trouble du comportement. C'est que ça vous réduit, ça s'auto-renforce de soi-même et ça vous réduit petit à petit à ce comportement. Et tous les troubles psychopathologiques, on a un peu romantisé, nous aussi, les psys, à un moment donné, c'était quand même assez bien vu d'avoir des troubles, c'était la vérité, on n'était pas pris dans l'ordre social.
le trouble psychopathologique, c'est appauvrissant. Les personnes qui l'ont sont souvent absolument pas pauvres, et au contraire, elles ont une sensibilité qui fait qu'elles sont plus sensibles à la peur que d'autres, ce qui peut être une richesse, ce qui est à la base de la création. Mais s'ils s'enferment dans des troubles, tous les troubles se ressemblent. C'est pour ça qu'on peut faire des catégories. Un trouble de conduite, c'est toujours un trouble oppositionnel, c'est toujours la même chose. Il va toujours commencer par refuser, il va toujours commencer par s'opposer. Quand on reçoit, on a des tas de façons de recevoir. On en prend un peu, on en prend beaucoup. Quand on se met à refuser systématiquement, eh bien c'est systématiquement le refus. Vous voyez, il y a quelque chose qui un peu comme vous un enferme. cercle vicieux qui peut se mettre en C'est un place, cercle vicieux. mais pas forcément inéluctable. Je crois que Bernard Gols voulait réagir. Heureusement. Oui, non, mais peu à peu, les idées se rassemblent. Bon, je veux dire, je voudrais faire quelques remarques cliniques simplement. D'abord, un des reproches que j'avais fait quand même à ce rapport, mais encore une fois sans le refuser complètement, on n'est pas en noir et blanc. Mais un des reproches que j'avais fait à ce rapport, c'était qu'il risquait quand même de laisser de côté. De ne pas faire suffisamment attention à un groupe d'enfants qui est quand même très en danger aussi, c'est ceux qui sont trop inhibés. Et donc on a déjà tendance à délaisser, parce qu'on les oublie, ils ne font pas de bruit, ils sont dans un coin, ils sont soit déprimés, soit inhibés, leur avenir n'est pas fameux, et que c'est vrai que si on met tout le paquet sur ceux qui se manifestent trop, qui s'opposent, qui sont agressifs, etc., on risque de les oublier encore un petit peu davantage. Et puis d'autre part, d'un point de vue tout à fait physiologique, on a maintenant des études qui montrent que jusqu'à 3 ans, jusqu'à 4 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où la motricité aura fait suffisamment de progrès pour pouvoir vraiment agir l'agressivité, eh ben, il est normal qu'une certaine agressivité monte. Un enfant de 3 ans est naturellement plus opposant qu'un enfant de 2 ans, 1 an. Ça s'appelle même la crise d'opposition dans le développement. C'est pas nouveau, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est vieux comme le monde. Non, c'est pas vieux comme le monde, mais c'est vieux comme le vallon. Et la crise d'opposition, c'est assez normal. Ce que vous dites, ça m'inspire une question, c'est-à-dire est-ce que le seuil de détectabilité a été diminué. Et est-ce qu'aujourd'hui, par le rapport non, au fil des dernières années, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une agressivité physiologique qui monte normalement, et que ce qui est normal, c'est qu'elle monte, mais qu'à partir du moment où le développement moteur de l'enfant pourrait permettre à l'enfant d'agir quelque chose assez destructif, à ce moment-là, ça retombe. Et les enfants ceux qui sont préoccupants, c'est pas tellement ceux qui sont agressifs à 2 ans, parce qu'être agressif à 2 ans, ça fait un peu partie du développement. Ceux qui sont plus préoccupants, c'est ceux chez qui cette agressivité ou ce tonus un petit peu d'opposition va pas suffisamment décroître à partir de 3 ans et demi, 4 ans. Donc c'est déjà deux problèmes cliniques qui sont intéressants en soi, qu'il ne faut pas négliger. Et puis moi, ce que je voulais ajouter, c'est que dans ce qu'a dit Philippe Jamet, il y a justement, à la fois on peut l'entendre comme il le dit, et puis à la fois on peut entendre aussi la prudence que je voudrais amener. C'est que vous disiez des groupes à risque pour les politiques de santé. Mais si vous prenez un groupe de gens qui ont, je vais dire des bêtises d'ailleurs parce que je ne suis pas médecin au sens somatique du terme, mais si vous définissez un groupe de gens qui ont un risque d'avoir une hypertension vasculaire et que vous vous trompez, c'est sûrement dommage de se tromper parce qu'on risque de faire trop attention à des gens qui n'ont pas de risque particulier, qui vont faire un régime peut-être pour rien, qui ne vont pas manger tel. C'est dommage, mais ça ne renforce pas beaucoup le risque. Tandis que là, à partir de ce que vient de dire Philippe Jamet, c'est très intéressant. Il dit, pour que les enfants grandissent à peu près bien, il faut quand même qu'on leur apporte une image suffisamment positive d'eux-mêmes pour se compter. Je le crois tout à fait. Mais si pendant 10 ans, vous les surveillez en se disant, mais est-ce qu'il va devenir délinquant ? Je sais bien que c'est pas comme ça qu'il faut lire le rapport, mais c'est un risque possible. Je crois que ça va pas beaucoup renforcer leur estime d'eux-mêmes et qu'on risque non pas de créer le risque, parce qu'il y a ou il y a pas, mais de renforcer peut-être une image négative que l'enfant a de lui-même et qu'on est dans un cercle vicieux. Ce cercle vicieux me paraît moins risqué, si je peux dire, dans les prédictions ou dans la médecine prédictive somatique. Alors ça, c'est l'idée qu'en disant à un enfant... Parce que le regard des autres fait partie de la construction du sujet. Oui. Ouais. C'est l'idée qu'en disant à un enfant tu es violent, il va se dire il va pas le devenir s'il n'a pas de raison de le devenir. D'accord. Mais s'il a déjà quelques raisons, quelques susceptibilités de le devenir, on risque peut-être d'accentuer quelque chose. Oui. Par contre, il risque d'avoir des problèmes pour construire ce qu'évoquait Philippe Jamet, qui est une confiance de soi. Et je dois dire, pour donner un détail simplement, quand le 4e de couverture de l'expertise dit qu'il a pour objectif de sensibiliser les professionnels de la santé et de la justice au dépistage précoce, à la prévention et au traitement de ce trouble, au même titre que les troubles mentaux, il y a quand même quelque chose qui, si on pense aux petits-enfants, on voit pas très bien, à ce stade-là, l'équivalence qui est donnée
aux professionnels de la justice et de la médecine. Donc je crois qu'il y a le problème accompagner encore, tout ce que dit Philippe Jamais est tout à fait approprié. Accompagner, repérer, s'inquiéter, ne pas abandonner, construire, c'est quelque chose de très bien. Donner un nom qui a des implications négatives, c'est quelque chose qui est perturbant. Bernard Gold disait on se construit dans le regard de l'autre. Il y a des expériences très simples qui ont été faites au niveau international, qui ont été publiées, où on voit que si le regard porté sur un enfant ou même sur un étudiant est un regard perçu comme négatif, eh bien, même sur des temps transitoires, l'enfant ou l'étudiant perd ses moyens. Il y a une étude qui a été faite en Inde, qu'on a citée dans le rapport du Comité consultatif national d'éthique, elle a été faite par la Banque mondiale. On prend des enfants de 11 à 12 ans en Inde et on leur fait faire des tests d'aptitude. Et vous savez qu'en Inde, le fait d'être de haute caste ou de basse caste n'a plus de valeur légale, mais continue à être très stigmatisant dans le regard culturel et social. Et donc, on randomise, on prend au hasard des enfants de basse caste et de haute caste, on leur fait faire des tests d'aptitude, et comme par hasard, ils sont statistiquement identiques. Et puis, on refait la même chose avec des groupes tirés au sort, mais avant de faire le test, on annonce la caste de l'enfant. Et lorsqu'on annonce la caste de l'enfant, si l'enfant est annoncé de haute caste, eh bien ses résultats sont identiques à ceux qu'il y avait sans annonce. Et s'il est annoncé de basse caste, eh bien à ce moment, ses résultats sont statistiquement plus mauvais. Que ça soit parce que le fait de penser qu'il va être mal considéré à cause de cette annonce lui fasse perdre les moyens, ou que ça soit l'idée que ce n'est pas la peine de faire des efforts, parce que de toute façon, le regard de l'autre est discriminant. Il y a eu les mêmes études publiées dans un très grand journal scientifique faites chez des étudiants noirs américains, tests anonymes, résultats strictement identiques entre étudiants noirs et blancs. Et puis on leur demande sur le test anonyme d'indiquer la couleur de leur peau. Les étudiants blancs indiquent la couleur de la peau. Le test ne change absolument pas qualitativement. Il indique la couleur de peau noire. Le correcteur n'a pas d'indication. Les résultats du test sont significativement mauvais. Donc sur des temps courts, là on n'est pas sur 5 ans, 6 ans, 7 ans de construction. La simple idée que le regard de l'autre est un regard qui va être péjoratif, qui va être dévalorisant, même si c'est faux, même si c'est une idée qu'on se fait du regard de l'autre, peut avoir des conséquences néfastes. Donc je crois que vouloir, c'est toute ambiguïté que je disais, nommer n'est jamais neutre. Et si on veut aider, il faut choisir des noms, des mots, des modalités d'identification qui préservent au mieux cette impression non seulement de ne pas enfermer dans un avenir comme s'il était déjà advenu, ce qui est le problème de la distinction entre probabilité et résultat individuel, mais aussi avec des mots qui risquent en fait de modifier le comportement s'ils sont négatifs ou positifs. C'est l'inverse de l'effet placebo. Vous savez que si vous donnez du sucre à quelqu'un alors que la personne pense que c'est un médicament, eh bien le sucre marchera mieux que si vous le donnez en lui disant que c'est du sucre. Il y a aussi des effets nocebo. C'est-à-dire que si la personne se voit d'une manière péjorative, eh bien, il y a un risque, au fond, qu'elle intègre, quelles que soient les conséquences que ça a, cette vision négative. Alors, si on admet que ce rapport contient des informations statistiques fiables sur l'évolution des groupes d'enfants à risque entre 3 ans et 16 ans, et si l'on admet l'idée qu'il ne faut pas mettre un nom qui stigmatise, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de ce type d'études? Alors, est-ce que je pourrais dire, le comité d'éthique de l'INSERM a été très critique. Nous sommes composés à la fois de scientifiques, de neurobiologistes, de biologistes, d'épidémiologistes, de philosophes, de sociologues, etc. Donc c'est multidisciplinaire, mais il y a des scientifiques dedans. Nous étions très critiques, c'est pas pour ça que c'est mauvais, sur toute une série d'interprétations scientifiques. Donc je veux dire, je ne dirais pas exactement ce que dit Bernard Gold. Je veux dire, il y a des points dans la construction, mais c'est vrai pour tout rapport, c'est vrai pour toute expertise, c'est toujours très compliqué, qui posent des problèmes d'ordre scientifique. Je dirais que, à mon sens, même d'un point de vue épistémologique, la définition du trouble dans sa linéarité pose un problème fondamental d'ordre scientifique. Et puis un certain nombre d'études, il y a une confusion, par exemple, qui est normale parce qu'elle existe dans un grand pan de la littérature internationale, entre hérédité et transmission génétique. On sait aujourd'hui que hérédité ne veut pas dire transmission génétique. Il y a des formes d'hérédité génétique et il y a des formes d'hérédité qui sont environnementales. Donc il y a toute une série de choses sur le fond. Donc il y a toujours 2 questions dans la prédiction. Et pour faire de la prévention, il faut prédire. Je veux dire, il faut savoir ce qu'on pense corriger. Il y a la validité, et c'est difficile, c'est toujours très compliqué. Comme le disait Bernard Gold, c'est d'autant plus compliqué dans un domaine qui est moins clair
que celui qui touche un certain nombre de maladies somatiques. Mais vous savez que même pour les maladies somatiques, c'est pas évident d'interpréter clairement et de faire la part des choses. Et puis il y a ensuite ce qu'on fait. Et ce que nous pensions, c'est que, alors le point positif, hein, indépendamment du fait que les esprits se sont calmés et que ça a amené à réfléchir de manière sereine, c'est que ça a changé les règles de l'expertise collective à l'INSERM. Oui. C'est-à-dire que à partir d'un colloque qui a été organisé l'année dernière par l'INSERM et qui a réuni en fait des personnes ayant des opinions très diverses, y compris les experts, eh bien, on a annoncé un changement des règles, et ces changements sont que lors de la formulation d'une question, lors du choix des experts, doivent-ils être pluridisciplinaires ou non pluridisciplinaires? C'est intéressant que une maladie, entre guillemets, ou un trouble qui est aux frontières de la délinquance et de la justice, je veux dire, ne fasse pas l'objet d'une réflexion qui associe des juristes, des sociologues, des anthropologues, c'est-à-dire qu'il y a un regard ouvert sur les dimensions multiples, vont être maintenant, et sont d'ailleurs depuis un an, soumis à titre consultatif au conseil scientifique de l'INSERM et au comité d'éthique qui formulent des remarques s'ils pensent que les choses peuvent être faites autrement. Avant que le rapport soit fini, il est donné aussi à titre consultatif au conseil scientifique et au comité d'éthique. Et l'une des recommandations qui précédait d'ailleurs cette expertise était qu'en dehors de l'urgence, puisque l'INSERM est un organisme de recherche et pas une agence de régulation sanitaire, il n'y ait pas de prescription. C'est-à-dire qu'il y a un état des lieux, une réflexion, une interrogation, et que ça soit communiqué aux professionnels et à la société sous forme d'un dialogue. Et donc, indépendamment d'un communiqué de presse, ça fasse l'objet de l'organisation de débats. Et donc, c'est ce qui, depuis un an, a commencé à se construire. Et donc, je crois que ça a été un résultat très positif. C'est-à-dire qu'au fond, quelque chose qui était un peu particulier dans l'expertise collective, vous savez que les unités, quand elles travaillent, sont vues par le conseil scientifique, par les commissions. Or, le département d'expertise collective travaillait de manière autonome. Et donc, ça a réinscrit, au fond, ce département dans un dialogue avec des instances scientifiques et éthiques de l'organisme. Ce qui fait que ces expertises représentent un peu plus un travail collectif de l'organisme qu'elles ne le faisaient avant. Donc, la question de l'expertise elle-même n'est si vous voulez, il y a la question de l'expertise qui, à mon sens, est une question ancienne. Il y a la question de la préoccupation, me semble-t-il, qu'au fond, la recherche, c'est comprendre. La communication des résultats de la recherche, c'est quelque chose qui n'est pas forcément neutre. Et la mise en pratique des résultats de la recherche doit avoir comme souci premier le soulagement de la souffrance de la personne et le respect de la personne. Oui, je pense que ça a changé quelque chose quand même. Mais il y a deux choses que je voulais pointer. D'une part, je pense que ça va amener des équipes à proposer des programmes d'accompagnement dans la perspective d'une prévention ouverte, de repérer des enfants qui nous semblent effectivement en souffrance psychique au début, sans savoir forcément si c'est étiquetable top ou pas top. Il y a des enfants qui sont en souffrance, et puis d'accompagner ces enfants de manière ouverte, sans être obsédés par l'idée de délinquance, mais dans 10 ans, dans 15 ans, de voir ce qu'ils sont devenus. Je pense que là, il y a l'impulsion pour quelque chose de très intéressant, et il ne suffit pas de discuter indéfiniment, il faut faire aussi à un certain moment les choses pour dire ça sert à quelque chose ou ça sert à rien. Et ce qu'il faut proposer, c'est sans doute pas, c'est pas seulement une question de médicaments, c'est proposer une guidance parentale, c'est proposer des entretiens familiaux, c'est proposer des mesures de soutien scolaire de soutien aux enseignants pour mieux cadrer l'enfant, enfin toute l'intégration des limites, que ce soit sur le plan social ou scolaire. Et je pense qu'on pourra refaire les comptes dans 10 ou 15 ans. Il y a des équipes qui auront suivi de manière un peu plus prospective des cohortes pour voir si on est effectivement, si on peut plutôt qu'aujourd'hui aider les enfants à avoir des destins plus ouverts. Mais moi, je voudrais dire quelque chose qui n'est peut-être pas très politically correct, mais c'est comme ça que je le pense, donc il faut bien que je le dise. C'est qu'avant 2 ans, justement, avant 3 ans, avant 4 ans, on a un gros problème d'épidémiologie en psychiatrie de l'enfant. C'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce que pour la dépression, on sait bien aujourd'hui quelle est la fréquence de la dépression chez les adultes. Il y a plus de femmes que d'hommes. On sait bien quelle est la fréquence de la dépression chez les adolescents, et c'est là que ça commence à changer. Avant l'adolescence, il y a plus de garçons que de filles, et puis ça bascule. Bon, tout ça. Mais l'épidémiologie pédopsychiatrique pour les tout-petits est balbutiante. C'est pas honteux. Je redis que la pédopsychiatrie est très jeune et la psychiatrie du bébé encore plus. Alors, pour le tout-petit enfant, l'épidémiologie est très balbutiante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, et dans tous les pays, parce qu'on n'a pas encore les très bons outils, et que par exemple, en ce qui concerne les dépressions,
Alors vraiment, on connaît bien maintenant les signes des dépressions des bébés, mais je vous garantis qu'en 2007, personne au monde ne peut encore vous dire s'il y a plus de bébés garçons dépressifs que de filles. Ça paraît énorme, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que pour affirmer une dépression ou pour affirmer une pathologie particulière chez un enfant tout petit, il ne suffit pas de regarder l'enfant. Il faut aussi regarder comment fonctionnent les adultes qui s'en occupent de lui, et il faut aussi faire une typologie du lien adulte-bébé. Et les outils commencent à être disponibles, mais pas tous. Mais il faudra avoir ce regard trivergent, si on peut dire, sur le bébé, sur les adultes qui en prennent soin, et sur la nature du lien qui les unit. Voilà. Alors cette épidémiologie-là, je vous assure qu'elle est encore pour demain. Hein. Et ça avance. Ça avance. Par exemple, dans le DSM-5, on aura probablement une classification pour les bébés qui fait faire un gros progrès, qu'on appelle la classification des 0 to 3, justement, de 0 à 3 ans, qui prend en compte et le bébé, et l'adulte, et le lien. Mais aujourd'hui, on n'a aucune étude épidémiologique qui repose là-dessus. Donc le TOC avant 2 ans, ben, je vous assure qu'il faut être malin. Hein, d'accord. Oui, non, on se rend compte qu'il y a des progrès à faire. Bon, au moins, ça aura le mérite de faire parler des troubles des conduites. Effectivement, comme vous le dites, peut-être que dans 10 ans, on verra les choses différemment. Moi, il y a un autre aspect, quelque chose qui m'a frappé en lisant l'expertise et en lisant ensuite tous les problèmes qui ont été soulevés par le collectif Pas de zéro de conduite, c'est que dans cette étude, moi, il m'a semblé voir à plusieurs reprises, à chaque fois, des mises en garde, à savoir qu'il s'agit de vulnérabilité. Quand on parle de génétique, il y a toujours au moins, je ne sais pas, souvent ils disent 50% d'influence de l'environnement. Il y a toujours ce discours qui consiste quand même à dire un gène, comme vous le disiez, d'ailleurs ce n'est pas tout, c'est aussi un environnement qui doit intervenir. Et alors, dans les dérives que comptait dénoncer le collectif Pas de zéro de conduite, il y a effectivement des idées qui sont développées dans le débat public, qui ont repris le discours de l'expertise collective en disant, voilà, il y a des comportements qui sont inscrits dans les gènes, alors que je crois que nulle part c'est dit dans l'expertise collective. Mais ce qui m'a frappé, c'est de voir comment le discours public et le discours politique tiraient complètement les conclusions scientifiques vers parfois des extrêmes qui étaient très dangereux, qui ont été communiqués quand même à des dizaines de millions de personnes, y compris pendant la campagne présidentielle, et puis après, on sait très bien de quoi il s'agit. Donc, comment le scientifique et le médecin voient-ils cela et comment a-t-il les moyens de réagir par rapport à une déformation quand même assez grave des conclusions fines de la science ? Je peux me permettre aussi d'intervenir un peu là. C'est que, enfin, il faut dire la première déformation, ça a été la pétition. Bon, hein. C'est-à-dire que tel que c'était formulé, il fallait fermer l'INSERM. Dire que c'était les plus récalcitrants seraient mis sous médicaments, que tout ceci c'était à des fins de régulation de la société et qu'on allait transformer vos enfants en toxicomanes. Moi je suis parent, je lis ça, c'est inadmissible. Bon, c'est une diffamation. Bon. Alors, ils l'ont pas voulu, c'est un coup, un petit coup médiatique, ça marche, d'accord. Mais quand même, sur des sujets aussi graves, je trouve que là, il y a eu un problème éthique. D'ailleurs, je m'étonne que le comité d'éthique n'ait pas réagi là-dessus, parce que la pétition, elle est scandaleuse. Bon. J'aurais pu la signer, hein, parce qu'on n'est pas là-dedans, parce que tout ça, ça fait partie des bons sentiments, c'est bien pensant, c'est bon. D'accord, mais c'était en soi scandaleux. Bon, c'est dommage. Alors, sur le plan de l'éthique, là, il y avait une réaction qui méritait d'être prise en compte. Et l'autre point, quand même, c'est qu'en effet, quand on dit qu'un certain nombre de comportements, en particulier nos émotions, l'impulsivité, l'anxiété, la dépressivité, alors, il y a une histoire, mais notre capacité émotionnelle, qui l'a choisie ? On peut choisir de se contrôler, certes, mais qui choisit l'intensité de ces émotions ? Là, il y a une partie, donc l'aspect génétique, qui ne veut pas dire, comme on a bien dit, c'est une héritabilité, il n'y a pas de gène, ni de l'agressivité, mais il y a des facteurs qui font que certains, ce qu'on sait, n'ont pas le même tempérament que d'autres. Le reconnaître, c'est aussi une liberté. Demander à certains enfants impulsifs d'être aussi sages que ceux qui sont naturellement moins impulsifs, c'est une certaine violence qu'on leur fait, en reconnaissant que dans cette impulsivité, il n'y a pas qu'une question de mauvaise éducation, de mauvaise volonté, mais il y a leur propre tempérament qui fait qu'ils sont plus impatients, qu'ils ne peuvent pas attendre, des tas de facteurs comme ça. Donc là, c'est important de le reconnaître. Et puis, plus globalement, il y a actuellement
d'abord, c'était pas la délinquance était signalée comme un des risques. D'ailleurs, on dit on n'en connaît pas la cause, il y a le multifactoriel. On a voulu centrer pour des raisons polémiques sur la délinquance, mais au départ, ce n'était pas un travail sur la délinquance, c'était un travail purement médical pour dire il y a un trouble où il y aura probablement, pour certains, besoin d'une aide médicale et peut-être, à partir d'un certain âge, pourquoi pas d'une aide médicamenteuse, puisqu'on va voir que des sujets qui ont des potentialités de troubles de l'humeur importants, des impulsivités importantes, peuvent être parmi ces troubles-là. Donc c'est quelque chose aussi d'important. Et on le banalise, on le noie là. Et là, il y a quelque chose qui est quand même aussi important au niveau social, quand même, actuellement. C'est, alors la souffrance, là aussi en France, la souffrance. Bon, il n'y a qu'en France, d'ailleurs, qu'on en parle comme ça. Parce que le problème de ces enfants qui sont les plus violents, c'est que quand est-ce qu'ils vont souffrir ? Ils vont souffrir quand ils vont commencer à aller mieux. C'est-à-dire quand ils n'ont pas cette voie de décharge qui, en général, ne les fait pas souffrir du tout. Alors nous, on sait que derrière, il y a probablement pas de choix, qu'il y a probablement de la peur, je dirais, plus que de la souffrance, qui font qu'ils se sentent attaqués. Mais la souffrance, elle va arriver quand ils vont commencer à changer et se rendre compte qu'ils ne peuvent pas, à chaque fois qu'ils sont contrariés ou qu'ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas envoyer tout valser en l'air, que ce n'est pas une solution. Mais quand ils le font, ils ne sentent pas la souffrance. Donc là, il y a quand même une ambiguïté dès qu'on parle de la souffrance. Alors bon, c'est formidable, on ne peut que s'apitoyer. Attendons, il y a quelque chose là d'un autre ordre et que il y a actuellement aussi, parce qu'on dit on étiquette, mais enfin, quand même, soyons un peu sérieux. Vous pensez que les enseignants et même les parents qui ont des enfants comme ça, ils n'ont pas de trouble de conduite, mais il est insupportable, il est invivable, ce n'est plus tenable. Et je crois que ce n'est pas meilleur de laisser ce jugement-là, de dire s'il y a une partie qui peut-être relève d'un trouble, c'est-à-dire de multiples facteurs qui s'additionnent et qui font que votre enfant, il n'a pas beaucoup de choix. Alors on va essayer de lui redonner du choix. Mais une façon de lui redonner du choix, c'est aussi dire il y a des conduites qu'on n'accepte pas. Et je pense qu'on a un gros problème actuellement, un gros problème qui a des conséquences, à mon avis, psychiatriques. C'est qu'un certain nombre d'adultes ne se sentent plus légitimes de dire « cet enfant, ce n'est pas supportable ce qu'il fait ». Bon, cette violence, ce n'est pas tolérable. Il a des raisons puisqu'il le fait. Forcément, on ne fait rien sans raison. Il vaut mieux comprendre ces raisons, mais on n'a pas à le tolérer. Et de pouvoir dire que dans les écoles, il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas acceptables. Dans les familles également, qu'on ne se laisse pas insulter, qu'on ne se laisse pas taper dessus. Très tôt, au départ, on n'a pas à gifler sa mère. Bon, alors, s'il le fait, c'est pas un choix, c'est pas dit tiens, je vais gifler. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut s'en occuper, pas forcément de l'ordre de la maladie, mais de savoir qu'il y a des limites. Eh bien, ça va aider aussi ces enfants à se structurer. De vouloir dire ah mais attendez, ça va passer, c'est pas bien grave, et puis c'est qu'ils souffrent, et puis il faudrait quand même qu'on puisse aussi redire qu'il y a un certain nombre de comportements, à la fois qu'on se respecte soi-même, on respecte les autres, on ne se fait pas de mal, on ne fait pas de mal aux autres. Enfin, ce n'est pas liberticide que de dire ça. Je pense que même c'est la base de la liberté. Or, actuellement, ça disparaît. Il y a une disqualification de toute mesure qui apparaîtrait comme une mesure d'autorité. On dit au nom de quoi? Quelle est votre légitimité? Ce pauvre enfant, il souffre sûrement, il faut que vous patientez. Oui, il a sûrement des difficultés, mais il faut peut-être qu'on puisse dire, et je pense que ça l'aiderait, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, parce qu'à ne pas laisser de repères. Mais ces enfants, ils se jettent à corps perdu jusqu'à ce qu'ils rencontrent un obstacle, mais qui à ce moment-là se fait très tard et très tardivement. Moi, je vois plus d'adolescents que d'enfants, mais quand on les voit arriver à 13-14 ans, marginalisés au niveau de l'école, n'ayant pas d'apprentissage solide, qui se sentent décevants eux-mêmes et qui sont déçus par les réponses des autres. Mais c'est d'une tristesse infinie. Donc, et là, à 13-14 ans, remonter la pente, eh bien, j'aime autant vous dire que ça va être beaucoup plus dur que si, à 4-5 ans, on avait essayé, je ne dis pas qu'on réussisse tout le temps, hein, c'est pas facile, mais on avait dit un certain nombre de comportements. Non, on ne peut pas les accepter parce qu'il y a un certain nombre de, disons-le, de valeurs, de principes qu'il nous faut un peu retrouver. Dans ce cas-là, à ce moment-là, mettre un nom sur un problème, ça pourrait ouvrir plus que fermer. Jean-Claude Amezagne. Je veux dire, je suis tout à fait d'accord sur le. Encore une fois, je trouve qu'il y a une dérive. On parle de problèmes de comportement de l'enfant. Vous parlez de problèmes d'autorité. Il y a actuellement 3 millions d'enfants aux États-Unis qui sont sous Ritaline.
Je pense que quelques années avant, les syndromes de déficit de l'attention avec hyperactivité n'avaient pas rendu forcément l'enseignement impossible. Donc la tolérance vis-à-vis d'un comportement particulier, en particulier quand il y a une façon de le corriger, peut devenir considérable. En quelques années, on est passé de 0 Ritaline, parce que ça n'existait pas, à 3 millions. C'est pas un problème d'autorité, c'est pas un problème de délinquance, c'est un problème d'attention à l'école. On a une épidémie aux États-Unis qui va sans doute venir chez nous d'obésité chez les jeunes. Il y a des facteurs socio-économiques, il y a des facteurs culturels, comme par hasard l'obésité touche de manière beaucoup plus prépondérante des gens qui ont des problèmes socio-économiques et culturels. C'est pas vraiment une question d'autorité, et donc je veux dire c'est appeler autorité, je m'excuse, appeler autorité les relations entre parents et enfants. Vous savez, si vous ne parlez pas à un enfant, il y a des tests prédictifs très forts, il ne parlera pas. Alors il y a des enfants qui ne parlent pas parce qu'ils ont un problème grave médical et biologique, mais il suffit de ne pas parler à un enfant pour qu'il ne parle pas. D'une certaine façon, engager un dialogue avec cet enfant, c'est faire preuve à la fois d'accompagnement et d'autorité. Donc je crois qu'on parle d'éducation, de capacité à aider, à éduquer. On ne parle pas forcément d'autorité dans un sens coercitif. Je crois que dans ce que disait Philippe Jamais, l'autorité, c'est la parole aussi. Bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que qu'on parle d'autorité quand il s'agit de problèmes d'agression ou de délinquance, qu'on parle d'autorité quand il s'agit de difficultés à rester tranquille, traité médicalement, qu'on parle d'autorité quand il s'agit d'un régime alimentaire adapté, etc., on va finir par utiliser un nom. Alors on peut prendre des synonymes. Une phobie de l'autorité. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Là, on peut dire autorité, comme on peut dire, comme on peut dire comportement. Alors, ne parlez pas d'autorité, parlez de comportement familial, par exemple. Non, moi je pense que l'autorité, ça existe. Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je veux dire que en utilisant un seul mot pour définir ce qui est de l'ordre des relations entre les adultes et les enfants et entre les enfants, on peut choisir des tas de mots, mais si on utilise pour décrire toutes ces situations, on donne, je veux dire, une vision complexe de ce que c'est. Donc la médecine est aussi un acte d'autorité d'une certaine façon. Bien sûr. Mais donc, je veux dire, on peut tout utiliser comportement d'adulte est autorité. Même de ne pas avoir d'autorité, ça fait autorité pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il est en attente. Ce qui fait autorité, c'est l'attente de l'enfant, c'est pas le comportement de l'adulte. Les enfants sont en attente de modèles. C'est comme ça. Bon. Et même au-delà de l'enfance. Bon. C'est-à-dire que ce que font les autres a une valeur de modèle. Alors, autant l'assumer aussi et de dire qu'en effet, qu'à l'école, il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas acceptables. Il va bien entendu... Non, mais le régime alimentaire inadapté est inacceptable, mais ce n'est pas du même ordre. Donc ce que je veux dire, c'est que dans le non-acceptable, c'est-à-dire quelque chose qui va être délétère pour l'enfant qui le fait, le non-acceptable aussi peut se prendre de manière importante. 2 millions d'enfants pauvres en France, ça n'est pas acceptable. Et donc, c'est pas pour ça que c'est un problème d'autorité. Qu'il faut laisser... C'est pas ça que je dis. Je crois que Bernard Gold, il y a une série de choses qui ne sont pas acceptables. C'est pas pour ça que c'est le... On ne laisse pas un enfant, juste un mot, on ne laisse pas un enfant ne pas se nourrir de ce dont il a besoin, c'est-à-dire la nourriture, les apprentissages, la sociabilité. Ça, l'école, la famille d'abord, et l'école sont des lieux faits pour cela. Et si en effet ces apprentissages ne se font pas, eh bien c'est un problème. Bon. Au niveau des trois. C'est un problème et il faut s'en occuper et pas simplement dire le pauvre. Mais c'est un problème que nous avons en France. Bien sûr qu'il faut comprendre, mais il faut aussi qu'ils sentent que c'est valorisé par les adultes. Actuellement, ils ne savent même plus pour un certain nombre qu'est-ce qui est valorisé par les adultes. Nous avons un problème en France qui est de ce type, c'est-à-dire que l'accompagnement est difficile. Nous avons une loi depuis 2005 qui oblige la scolarisation, qui rend obligatoire la scolarisation des enfants handicapés. Et ce que vous dites, c'est-à-dire le besoin d'une instruction, d'un accès à l'école, la loi l'impose. Actuellement, elle se traduit dans beaucoup de cas par une inscription à l'école, mais pas une scolarisation, faute de moyens et faute de formation. Donc là aussi, on a complètement mis tout sur le même plan. Évidemment que comment voulez-vous que dans une école où il y a déjà 25 ou 30 enfants, on puisse mettre 2-3 autistes ou des... Enfin, évidemment que tout ça va être complètement... Il y a aussi quelque chose de mythique. On va tous les mettre ensemble, comme ça il n'y aura pas de différence. C'est pas mythique. Il y a une négation aussi, un déni de la différence dans cela, où on se donne une fois de plus bonne conscience à bon compte, parce que vous verrez les résultats que ça aura. Vous verrez. Oui. Alors, je vais vous donner on va laisser la parole, s'il vous plaît, à Bernard Gold. Non, parce que sinon on va y rester vraiment... On va y revenir juste après. Il y a une solution en Italie. Quand un enfant handicapé rentre dans une classe, l'effectif de la classe diminue par 2 et un enseignant formé est ajouté. Il y a une solution en Suède. Quand l'enfant n'est pas scolarisable et tous les enfants sont scolarisés dans une école en Suède, eh bien, il y a une école dans l'école
dans laquelle sont scolarisés et accompagnés les enfants handicapés. Donc l'idée, c'est d'accompagner, d'insérer. Et le grand risque en France, c'est que lorsqu'on décrit une situation qui est une situation jugée comme une situation inquiétante ou vulnérable, on envoie ailleurs. Et je veux dire, c'est pour ça que je pense que lorsqu'on veut accompagner, il faut non seulement nommer, mais accompagner. Et en France, quand on nomme, on isole. On veut faire un diagnostic précoce. Peut-être que le problème est là, oui. Vous savez que la France est un pays où, quand quelqu'un est en fin de vie, on l'envoie à l'hôpital. 70% des Français meurent à l'hôpital. En Hollande, 80% des personnes meurent chez elles. Donc l'idée qu'on peut accompagner au milieu des autres, avec les autres, qu'on peut accompagner les familles, pas que mes enfants s'occupent de moi si je suis vraiment, j'aime autant qu'ils soient à l'hôpital. Mais c'est pas les enfants. Il y a un temps pour tout aussi. C'est pas les enfants. C'est pas les enfants. Donc l'idée qu'on peut aider les gens à aider les autres est une idée que nous avons beaucoup de mal à mettre en pratique. Mais en France, il y a beaucoup d'aides. Les milieux associatifs, c'est fou. Partout où je vais, je vois des gens qui ont envie d'aider et qui aident. C'est pas vrai que les Français là-dessus ne sont pas. Ils aident beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et je pense que c'est aider quelqu'un, parce que vous savez, savoir dire non aussi, savoir dire à des enfants, expliquer pourquoi on ne veut pas qu'ils fassent ceci, pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi qu'il faut... Ça suppose un contact, et c'est très fatigant, c'est plus facile de laisser libre comme ça. C'est épuisant de s'occuper, de cadrer aussi. Et c'est une occasion de rencontre. Alors bien sûr, ça dépend comment on le fait. Si vous le faites en cognon, comme ça, bon, mais bon, c'est quand même pas... C'est pas ça. Mais éduquer, c'est en effet poser des limites. C'est plus fatigant de poser des limites, croyez-moi, que de ne pas en poser. D'accord, donc peut-être que je crois que vous aviez envie peut-être d'intervenir sur le cœur de ce débat, sur l'éducation, l'apprentissage de l'inhibition. Je les ai laissés parler longtemps, alors vous me laissez un petit temps quand même, aussi. Non, mais j'ai décidé une fois pour toutes de ne plus me fâcher sur cette question. Je me suis fâché une fois avec Philippe Jammet. J'en ai un très mauvais souvenir. C'est le seul sujet sur lequel on ne s'est jamais disputé. J'ai pas du tout envie de recommencer aujourd'hui. Donc je voudrais dire calmement 2-3 choses. Et c'est quand même très intéressant de voir pourquoi ça reste aussi passionnel. Alors que quand même, bon, on est à quelques... ça reste aussi un peu moins, mais ça reste encore très passionnel. D'abord, c'est vrai que j'ai signé la pétition Pas de zéro de conduite et que pour autant, je ne me reconnais pas du tout, ni dans les termes de diffamateur, ni de conservateur, ni de bien-pensant. Et vous voyez que ces termes-là, ils sont tout de suite dans un champ tout à fait radical, autre que la médecine. On n'est pas dans un débat médical si on dit à l'autre, vous êtes conservateur. Moi, je ne me sens ni diffamateur, ni conservateur, ni bien-pensant. Relis la pétition, je ne sais pas si tout le monde oui, en mémoire. Mais je l'ai fini parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les uns et les autres, mais pour faire entendre parfois une idée, il faut en dire, il faut forcer un petit peu la dose, parce que sinon, c'est très facile de ne pas être entendu quand même. Soit par les instances de tutelle, soit par les pouvoirs politiques, soit pour nos hiérarchies respectives. Je veux dire, de temps en temps, il faut taper un petit peu du poing sur la table. Je veux dire, il ne suffit pas de dire quelque chose de sensé pour que l'autre soit tout de suite d'accord. Donc il faut parfois aller un petit peu au-delà de sa pensée. Alors j'admets tout à fait que la pétition Pas de zéro de conduite, elle a peut-être été un petit peu au-delà de sa pensée. Moi, je l'ai ressenti. Pour taper fort et pour dire, il y a un danger. Et en fait, aujourd'hui, on sent bien encore que sur le fond du problème, sur le fond clinique, moi, je ne sens pas un gouffre entre la position de Philippe Jammet et la mienne. Je crois qu'un peu comme pour l'hyperactivité, d'ailleurs, je crois que nous deux, mais en France et ailleurs, on serait assez d'accord pour dire il y a un petit groupe, un petit noyau d'enfants qui sont franchement pathologiques, et quelles que soient les époques et quels que soient les pays, on dirait ils sont pathologiques, ceux-là, et que ce n'est pas un problème d'autorité familiale ou d'autorité sociale. Il y a des enfants qui sont vraiment au-delà de la zone, au-delà de la dose, et où il faut vraiment faire quelque chose. Mais c'est un tout petit nombre qui ne justifie en rien les 3 millions d'enfants traités par Étaline aux États-Unis ou le 1 million chez nous. Parce qu'on n'est pas dans ces fréquences-là. Mais ça existe. Seulement, je reviens à ce que je disais, dans notre discipline, on n'a pas de mesure au sens de la glycémie. Donc, entre ces enfants très franchement pathologiques et les normaux, il y a une variation, une grande frange, la variation de la normale. Et selon les époques, le curseur entre normal et pathologie, il se balade là-dedans, dans la frange qui sont en fait des variations de la normale. Alors après, c'est repris. C'est repris par quoi? C'est repris par des pressions diverses. Ça peut être repris par des pressions marketing, pour augmenter la prescription de ceci ou de cela, et on déplace le curseur un peu plus loin. Ça peut être repris par des pressions politiques, pour une raison ou pour une autre. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse attention, parce qu'on a toujours l'impression qu'on parle d'autre chose. Et si ça redevient si facilement passionnel aujourd'hui, c'est parce que ces pétitions, ont une fonction d'observatoire.
Encore une fois, sur le fond de la clinique du trouble des conduites, moi je crois qu'avec Philippe Jamais, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Et que sur ce petit groupe d'enfants qui pose vraiment problème, eh ben, il faut avoir un œil ouvert, un œil accompagnant, un œil d'étayage pour les parents, pour les enseignants, pour eux-mêmes, et refaire les comptes dans 10 ans ou dans 15 ans. Je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on reste dans des tensions comme ça? C'est parce qu'en fait, ces observatoires, ces pétitions, qui peut-être disent les choses un petit peu trop fortement ou trop intensément, eh ben, aujourd'hui, elles font partie des forces qui disent attention, attention à la politique. Hein. Et en fait, on est comme dans un débat politique. Là, on n'est plus dans la médecine. On est en train de se dire, moi en tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Je ressens qu'il y a une façon de considérer la pédopsychiatrie comme une aide à la biologisation de la politique. Alors là-dessus, je me remettrai en colère autant qu'il faut. Mais aujourd'hui, vous m'avez pas invité pour ça. Vous m'avez invité pour parler de la clinique du trouble de conduite. Ça nécessite pas de colère. Mais si ce rapport est repris pour une tendance, il faudrait que l'opposition s'exprime ailleurs que dans les pétitions, vous comprenez. Les pétitions auraient à parler moins fort à ce moment-là. Je crois qu'il y a un petit problème, c'est que la politique et le médical ont un point d'interaction chez l'être humain qui est le cerveau humain. Oui, non, mais ils ont surtout une partie liée dans l'histoire depuis des siècles. Non, et puis aussi, mais par rapport à ce que disait Philippe Jamais, on le sait très bien que le cerveau est plastique et qu'il peut être façonné d'une façon ou d'une autre en fonction du discours qui est tenu, notamment par, excusez le terme, l'autorité, mais par les gens qui nous impriment un certain nombre de valeurs. Et pour reprendre l'exemple de l'hyperactivité, on sait qu'il y a un certain nombre de déficits dans le fonctionnement de certaines zones du cerveau, des zones frontales, qui peuvent être influencées par le discours plus ou moins inhibiteur. Tout à fait. Mais quand Philippe Jamais nous dit la pétition pas de zéro de conduite est diffamatoire, c'est un torchon, elle dit des choses tout à fait fausses. Mais d'accord, mais moi je dis, mais est-ce que dans le rapport tel qu'il est écrit, et d'ailleurs c'est vrai que certains passages sont plutôt mesurés, ben justement, est-ce que dans ce rapport, il y avait de quoi? Est-ce qu'il y avait la possibilité d'organiser la loi comme on l'a fait après? À la lettre, non. À la lettre, non. Absolument pas. Donc c'est pour ça que je reviens à ma question. Chacun est entendu à un niveau qui est tout à fait excessif. Est-ce que vous, médecin et scientifique, vous avez l'impression de pouvoir dire non à certaines extrapolations politiques? Ben, j'essaye. Oui, je crois qu'il y a toujours eu des rapports très complexes, surtout quand ça touche les comportements et la frontière entre ce qu'on considère être la psychiatrie et les comportements, entre la maladie et les comportements non souhaitables. Il y a quelque chose d'assez paradoxal, je trouve. Il y a une évolution dans lequel il y avait quelque chose qui transparaissait dans le rapport, vers, je dirais, une médicalisation de l'approche des problèmes de délinquance. Et dans le même temps, entre 1980 et la fin des années 90, il y a eu une diminution d'un facteur 100 de la part des mêmes psychiatres, des déclarations d'irresponsabilité dans les procès pénaux. Donc on est passé de 17% dans les années 80 à 0,1%, c'est-à-dire 100 fois moins. Et donc je trouve qu'il y a aussi à réfléchir sur cette donnée apparemment contradictoire, que d'un côté, on fait de la délinquance quelque chose qui intéresse la médecine, et d'un côté, on fait de la responsabilité pénale quelque chose qui est indépendant de la médecine. Et donc je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être réfléchi. Et il n'y a pas de rapport neutre entre des médecins qui s'occupent des comportements et des conséquences des comportements et de la responsabilité. Tout à l'heure, Philippe Jamais disait l'enfant n'y peut rien, la personne n'y peut rien. Donc, qui s'intéresse à ce qu'on appelle la responsabilité, à ce qu'on appelle... Et puis, un système qui s'intéresse à la manière dont ensuite, on va prendre en charge la personne qui a commis un acte qui est délictueux. Et je crois que ces rapports doivent être pensés et qu'on assiste souvent à des espèces de poussées, des allers-retours, parce que c'est pas vraiment réfléchi d'une manière globale. Sur des sujets sensibles comme ça, je vous rappelle un numéro du Monde où vous étiez exprimé, il y avait Philippe Jamais avait donné son avis sur le rapport, en étant d'ailleurs plutôt favorable. Et puis il y avait sur la même page d'ailleurs un article de professeur Sicard, qui est président du CCNE, et puis de la Maïzen, et qui avait fait remarquer que sur des sujets sensibles comme ça fait partie quand même de la responsabilité des experts d'essayer d'imaginer comment leur rapport risque d'être mal utilisé, même s'ils ont raison. Mais il peut aussi être bien utilisé. Peut-être. Et on peut penser que ce qu'on fait est forcément bien, ce qui me paraît être quand même pas tout à fait le cas. C'est vrai que dans le domaine de l'éducation, on ne peut pas ne pas prononcer sur certaines valeurs, c'est pas possible, oui, parce que l'être humain, mais c'est pas l'éducation, il faut mais demander si on est sans arrêt on est aux confins, il faut à ce moment faire de plus en plus, c'est-à-dire qu'autrefois non, on n'avait pas à faire d'éducatif. Maintenant, et tu as parlé de guidance, non mais vous avez quand même parlé depuis un petit moment, je pense qu'on l'aurait numéroté, j'aurais pas
Bon. Donc, non, on est obligé maintenant, nous, psy, de faire de l'éducatif. Ça a changé en 15 ans, de même que l'hyperactivité, c'est en train de monter. C'est pas qu'il y a une mutation génétique, c'est que ceux qui ont un certain nombre de propensions, le style de vie, le style d'expression, avec ses avantages, favorise ce mode d'expression plutôt que l'inhibition, qui a tendance à être moins grande. C'est pas mieux, hein, l'inhibition, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est pas... Bon, chaque mode, type social a ses revers, mais c'est pas une raison pour les abandonner. Et il faut être plus conscient que l'hyperactivité... Alors moi, je dirais pas même que l'hyperactivité, je ne me dis pas est-ce que c'est pathologique ou pas pathologique. Je ne me le dis pas. Je dis que tout comportement qui empêche un enfant de se nourrir de ce dont il a besoin pour développer ses potentialités est pathogène. C'est-à-dire que ça lui fait courir un risque. Je ne dis pas que l'hyperactif, moi je ne le qualifierais pas de pathologique. Je dis qu'on ne laisse pas quelqu'un s'enfermer. Si on voit que l'hyperactivité, elle est tolérable, ça n'empêche pas d'apprendre, quelques difficultés, mais on y arrive et ça s'améliore plutôt. Très bien, on l'accompagne, on voit ce qu'on peut faire, ou une psychothérapie, ou on travaille avec les familles. Si on voit qu'il se fait virer de l'enseignement de collège, si on voit qu'il ne peut pas apprendre, et moi, en adolescent, je vois des gamins qui pleurent de leur hyperactivité, c'est-à-dire qu'ils viennent dire « je ne peux pas faire autrement, je me tiens 10 minutes ». Et au bout de 10 minutes, allez, je pince les fesses du voisin, je fais une blague, je commence à... Ils font partie du petit noyau préoccupant dont je te parle. Eh bien, ce noyau va croissant. Bon, ça, c'est un fait. Et c'est congruent avec l'évolution sociale. C'est normal qu'il y ait plus d'hyper-expressifs et moins d'inhibés. Pourquoi ? Et encore une fois... Pourquoi ? Est-ce que ça va de pair avec l'évolution sociale ? Parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup plus d'expressivité, où ils sont surstimulés de tas de façons, où on les contrôle beaucoup moins et où il y a beaucoup moins de limites. Bon. Je pense que ce qui montre bien d'ailleurs que le regard trivergent. Il n'y a pas que l'enfant. On est bien obligé de prendre en compte. Et c'est pour ça que l'éducation, elle rentre là. Mais oui, elle rentre inévitablement. Le fonctionnement psychique des adultes qui sont autour. On va plus loin. C'est que moi, en ce moment, le public ne veut plus entendre parler de ça. Pour rien. On n'a plus le droit de parler du fonctionnement psychique des parents. Or, tu ne fais que ça, toi, à travers l'éducation. Et tu as raison, d'ailleurs. Je parle aussi de l'attitude éducative. Tu as raison. Le fonctionnement psychique, ça fait partie du fonctionnement psychique. Il y a une attitude éducative et un certain nombre de croyances. De plus en plus de parents, enfin c'est un fait ça, dans 15 ans ça a considérablement changé, ont peur de leurs adolescents. Ils ont peur quelquefois physiquement, mais plus profondément, tout milieu confondu. Tout milieu confondu. On a un enfant qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, on dit il va pas bien, il est en échec scolaire, il a une anorexie, il est violent, il est ceci. Mais je dis, amenez, on va voir. Ah ben oui, mais il veut pas. Voilà, il veut pas. Alors, je dis, écoutez, vous pensez qu'il veut être mal ? Non, mais si je le force, alors qu'il souffre déjà, je vais perdre sa confiance. Voilà ce qui arrive. C'est-à-dire, si je l'oblige, je ne saurai plus ce qu'il fait. Il va m'échapper. Je ne pourrai plus savoir, il ne se confiera plus à moi. Voilà dans quoi, et je pense que pour un enfant, sentir que ses parents ont peur de ce qu'il pourrait faire, je pense que c'est le pire lâchage qui puisse arriver. Ouais. Mais c'est pour ça que pour revenir aux troubles des conduites, le chapitre des guidances parentales et de l'étayage familial est très important. Non, mais ça n'est pas une diffamation de dire qu'il est réduit à la portion congrue. Non, il pourrait développer. Si, il y a des tas de... Bon, il y a des tas de choses, mais c'est pas... Ils disent quelles sont les connaissances nouvelles. Un rapport, c'est sur les 5 dernières années. En gros, qu'est-ce qu'on dit dans le monde sur ce sujet. Voilà. Après, c'est à nous à l'adapter. C'est pas un arrêté ministériel. Il y a un saut, mais justement, ça a donné lieu à une loi. C'est pire qu'un arrêté ministériel. Enfin, ça n'a pas donné lieu à une loi. Enfin, la loi, justement, je pense qu'à partir de là, il y a appuyé sur certains éléments, mais c'est pas ça qui a donné lieu à une loi. Des rapports de l'INSERM, je crois qu'il y a un double saut à ne pas commettre, à ne pas faire, à ne pas faire. Il ne faut pas vite filer vers des recommandations, parce que là, il y a le filtre des acteurs de terrain. Dire qu'il y a des jeux de rôle à l'école, qu'on essaie de les mobiliser. Et il faut éviter la traduction politique immédiate d'un rapport. Ça, oui, mais dans tous les deux côtés. Ça a chauffé dans le pays. Voilà, je crois qu'on a beaucoup parlé déjà, et il y a sûrement un grand nombre de questions dans la salle. Donc je vais passer la parole à tous ceux qui se posent des questions sur l'un ou l'autre aspect de ce qu'on vient de dire. Là, donc, il y a 2 micros qui circulent dans la salle. La règle, c'est que vous levez la main, on vous passe un micro. Donc voilà. Oui, fonctionne. Ah si ? D'accord, tout à fait. J'ai une question là sur la droite. Merci. Je suis Thérèse Petit-Pierre, psychologue, membre de l'association des psychologues freudiens et de l'intercollectif de psychologues, autre association, et à ce titre, membre du collectif Pas de zéro de conduite. Alors je voudrais quand même répondre à Monsieur Jamet. Vous avez parlé de narcissisme.
On peut entendre même narcissisme, vous ne l'avez pas dit, mais exacerbé. Alors je voudrais dire, c'est quand même pas du tout ça. C'était une réaction, je dirais, de protestation. Certains diront, oui, vous faites dans la contestation permanente, je l'ai entendu. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce rapport sur le trouble des conduites ? Il y avait, un gommage de toute une pratique de tas de professionnels en France, qu'ils soient psychologues, médecins de PMI, pédopsychiatres, éducateurs, etc., dans des structures comme la PMI, les CMP, les CMPP, etc. On ne voyait pas du tout dans ce rapport la notion, par exemple, la notion de causalité psychique n'apparaissait nullement. On ne parlait pas de psychopathologie. Et aujourd'hui, là, j'ai entendu M. Gols parler de fonctionnement psychique. Ouf, quand même, psychique, ça apparaît, on l'entend. Mais ça continue. Ces mots-là, ici, ne sont pas prononcés. La psychanalyse, ça n'existe même plus dans le discours ici. Alors, moi, je l'amène quand même en tant que psychologue freudienne. Je suis certainement pas la seule à avoir bénéficié d'un enseignement, d'une transmission. Ça aussi, vous parlez de nourriture. Mais la nourriture, c'est quand même aussi quelque chose d'une transmission qui ne se fait pas bien quand les enfants ne vont pas bien et se mettent à se comporter bizarrement, à avoir des actes insupportables. Hein ? Donc il y a ça, la causalité psychique, la psychopathologie, la transmission, la culture. Quand même, tout ça, ce sont des notions essentielles dont on n'entendait plus parler dans ce rapport. Alors, on nous parlait de littérature. Mais quelle littérature ? Vous appelez ça la littérature ? Pour moi, la littérature, c'est pas ça, je suis désolée. Au moins, on précise, littérature scientifique. OK, d'accord. Voilà. C'est pour ça que des tas de gens, professionnels, certes, mais aussi des citoyens. Moi, c'est en tant que citoyenne aussi, en tant qu'ancienne enfant, en tant que je connais des enfants, des petits-enfants, pour lesquels j'ai des soucis. L'avenir de ces enfants-là, franchement, ça me soucie. Mais l'avenir de beaucoup d'autres aussi. Si jamais, juste avant que vous répondiez, il me semble que ce que vous évoquez par causalité psychique, ça concerne justement quelque chose d'extrêmement individuel qui ne peut pas faire l'objet de statistiques. Et peut-être que par définition de ce travail, ne pouvait pas aborder cet aspect-là. Philippe Jamet, qu'est-ce que... Non, enfin... Oui, d'accord, bon. Pas polémiquer là-dessus, sur amener... Je veux dire, c'est ce côté fermé, quoi, terriblement. C'est le rapport. C'est pas tout d'un coup un livre sur, voilà, on va vous dire tout ce qu'on sait sur le trouble des conduites, ce qui s'appelait autrefois la psychopathie. On va vous dire... Non, c'est simplement de dire, voilà, depuis 5 ans, dans le monde, ce qui s'écrit sur ce sujet. Au niveau médical, il précise bien, on n'en connaît pas les causes, il y a des tas de facteurs. Mais là, on va s'intéresser sur ce que... Le côté médical, dans son aspect aussi le plus biologique, pourrait apporter. Voilà, c'est un élément, sont des faits qu'on amène. Aussitôt dire, on ne veut pas voir. Mais je ne vois pas en quoi ça disqualifie. Moi, je ne me suis pas senti disqualifié dans mon travail par ce rapport. Mais il y a des éléments que je trouvais intéressants. Il dit, c'est une occasion peut-être de montrer que le trouble, oui, derrière la diversité des personnes, le trouble a une fonction d'auto-organisation. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il vous coince pour des raisons probablement en partie biologique, mais essentiellement psychologique, par rapport à l'image qu'il va vous donner de vous, et par rapport au fait que, encore une fois, si on ne se nourrit pas, on n'est pas en bonne forme. Hein. Il va y avoir un retentissement qui est stigmatisation ou pas stigmatisation. Le fait de ne pas apprendre à l'école, d'avoir du mal à se sociabiliser, ça va se payer. Et c'est dommage, et c'est pas voulu, c'est pas eux qui disent « nous ne voulons pas de ça ». Voilà. Et alors les facteurs, ils sont très, très complexes, mais c'est pas parce qu'on ne nomme pas quelque chose que c'est disqualifié. Et est-ce qu'il aurait été possible... On n'a pas à se sentir disqualifié. On vit toujours comme si on était persécuté, qu'il faut être un petit peu plus confiant dans ce qu'on fait aussi, pour accueillir la différence et dire peut-être que là, il y a des choses un peu nouvelles. Accueillons un peu le nouveau et non pas on a trouvé... Hein, comme les ayatollahs, on a trouvé la réponse, elle a été donnée une fois pour toutes, et nous sommes dans une psychique que nous contrôlons, alors qu'évidemment, il nous échappe beaucoup. Par rapport à cette question ponctuelle, est-ce qu'il aurait été possible d'avoir une analyse des mécanismes psychiques, de causalité psychique, du trouble des conduites ou des troubles des conduites ? Ça existe C'est-à-dire qu'il faut faire des monographies à ce moment-là.
Hein. Oui, voilà. Mais les monographies, d'ailleurs, épistémologiquement, reviennent un petit peu au devant de la scène, parce qu'on s'aperçoit que si on veut entrer dans le détail intime des choses, il faut parfois... prenez par exemple le problème... on a beaucoup parlé de Damasio, par exemple. Hein. Damasio, c'est quand même un cognitiviste, un neuropsychologue, enfin, je veux dire, qui a fait beaucoup parler de lui, qui apporte énormément. Il a étudié de fond en comble un cas qu'il ne pouvait pas répéter. C'est quelqu'un qui avait pris un épieu dans la tête et qui était quand même resté vivant. Ça l'avait bousillé tout un lobe du cerveau. Il a fait une étude approfondie de ce cas-là et il en a tiré des choses dont tous les neurocognitivistes du monde apprécient l'intérêt. Donc je veux dire, les études randomisées, les études statistiques, c'est une chose. Bon, c'est très important, personne ne le dit. Ça, en psychiatrie, en psychopathologie, c'est un peu plus compliqué, mais il faut les faire, mais il ne faut pas se priver non plus d'analyse de cas. Et je crois qu'actuellement, les monographies reviennent tout à fait au devant, reprennent une légitimité scientifique qu'elles avaient perdue. Dans notre discipline, c'est très très dommage. Un cas, mais vraiment un cas bien étudié, 2 cas, 3 cas, ont beaucoup de valeur pour ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Des choses qu'on ne peut pas répéter dans la vie. On est tout le temps en train de dire que si on parle d'une chose, alors pourquoi vous ne parlez pas de l'autre? Parce qu'on parle de celle-ci. Ça ne veut pas dire que l'autre n'existe pas. À nous de la valoriser, de montrer qu'elle est efficace, qu'on en a fait quelque chose. On serait peut-être, je pense, beaucoup seraient en mal de le faire, mais enfin, ils n'ont qu'à le faire. Une autre question? Oui, j'en ai une en face de moi. Je vais essayer d'aborder ma question de façon la plus claire possible. D'autant que vous avez abordé les sujets sur le plan social et politique. Est-ce qu'on peut faire une comparaison dans la mesure où la question c'est peut-on prédire les troubles de conduite entre les scandales politico-financiers assumés soi-disant par des adultes? Je ne citerai pas de nom. Sinon Chirac, Dumas, Beauvais quand il va saccager les... Et quelle est la frontière du pathologique et du tolérable, si je puis dire, en matière de troubles de comportement ou de conduite? Excusez-moi, vous... La question de savoir si c'est dépistable et prévenable dès le jeune âge est une question importante. Donc la façon, vous avez tout à fait raison, la façon de considérer ce qui est un trouble, la façon de ce qui est considéré tolérable ou non tolérable, le rôle de l'exercice de l'autorité dans ces différents domaines de la vie sociale doit être quelque chose qui doit être pensé collectivement. C'est ça l'important. Moi, je pense que dans un organisme de recherche, c'est pas que le point de vue. On aurait demandé sur un sujet de ce type à des instituteurs de faire un rapport. On aurait demandé à des policiers, on aurait demandé à des juges, on aurait demandé à des sociologues, on aurait demandé à des psychanalystes ou à des neuropsychiatres, on aurait eu des rapports différents. Ce qui me semble intéressant quand il s'agit d'informer la société, de lui permettre de réfléchir et de prendre des décisions, c'est d'avoir les approches les plus larges possibles. Et donc d'essayer de poser la question déjà de la façon la plus large possible. Et la façon dont vous posez la question montre qu'il y a différentes façons de s'interroger sur ce qu'on considère comme des conduites acceptables ou inacceptables et ce qu'on fait ressortir d'un trouble pathologique ou pas. Et d'une certaine manière, tout ce qui se caractérise, je dirais, par de la violence physique est rapidement associé à un trouble mental, et ce qui est de la violence qui ne fait pas recours à de la violence physique n'est pas associé forcément à un trouble mental. Et vous avez des choses. Donc, je veux dire, la simple réflexion sur qu'est-ce que nous considérons comme quelque chose de grave, de prévisible, de prévenable. Est-ce que ça embrasse le champ ou est-ce que ça focalise sur certains aspects? Comment ça peut être vu par des disciplines différentes et à travers l'histoire? Parce que n'oublions pas que le fait, avec des moyens qui chaque fois à l'époque étaient considérés comme les meilleurs du moment, le fait de prévoir la dangerosité des enfants et des personnes est quand même une spécialité de la biologie depuis 150 ans. Le grand évolutionniste Stephen Jay Gould a fait un très beau livre qui s'appelle « La malmesure de l'homme », dans laquelle il décrit comment, entre autres, parce qu'il y avait plein de choses, il y avait aussi comment mesurer biologiquement l'infériorité intellectuelle de la femme, comment classer, vous savez peut-être pas, mais Broca, le grand neurologue, a passé une partie de ses activités scientifiques à essayer de voir quelle race blanche, noire ou asiatique était plus proche du singe. Et lorsque le critère qu'il avait pris, qui était un os, une longueur relative d'os, a donné comme résultat que les Asiatiques étaient plus éloignés du singe que les personnes blanches, il a dit « mon critère est mauvais puisqu'il donne un résultat absurde ».
Et donc, il a changé de critère. Donc, il y a une longue histoire qu'aujourd'hui, on considère comme délirant. Lombroso, qui est cité dans le début de cette expertise comme en effet l'inventeur du criminel né, ce qu'on sait moins, c'est que à l'époque où il y avait une espèce de délire à propos de la théorie de Darwin, il faisait des travaux pour savoir, en fonction de l'appartenance sociale des personnes, lesquelles étaient plus proches d'un point de vue évolutionniste du singe. Donc, je veux dire, il y a dans chaque époque à la fois une production scientifique sérieuse, que l'on considère comme étant toujours valide des années ou 100 ans après. Et puis il y a ce qu'on peut rétrospectivement voir comme des délires et qui sont tout simplement, je pense, que la science n'est jamais neutre, surtout quand elle concerne quelque chose qui est très humain et que donc elle s'inscrit dans une culture. Et comme elle produit des changements de représentation, elle provoque des changements culturels. C'est pour ça que je pense que réfléchir aux implications de ce qu'on pense, aux implications de ce qu'on dit, est très important. Parce que chaque fois qu'il y a des nouveautés, chaque fois qu'on change notre vision des choses, eh bien, ça peut avoir toute une série de conséquences qui sont pas du tout d'ordre rationnel, mais qui sont d'ordre affectif, culturel, etc. Et je pense que si on regarde 150 ans de la biologie, on trouve comment est-ce que je peux dire, cette tentation permanente, au fond, de ne pas contribuer. Vous savez, l'interdisciplinarité, c'est de contribuer à la réflexion de l'autre sans se prendre pour l'autre ou sans se substituer à l'autre. Et un des grands problèmes de la science, comme de beaucoup d'autres activités de production de l'esprit humain, c'est d'apporter sa contribution sans vouloir se substituer aux autres forme de réflexion Oui, je voudrais revenir sur la question précédente qui disait mais enfin on n'a plus entendu parler ni de psychanalyse, ni de fonctionnement psychique, ni de etc. Ce soir peut-être et dans le document sûrement. Mais bon, d'abord on peut pas parler de tout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que et c'est bien que ça ait changé. Tout à l'heure, Jean-Claude Améziane a dit mais au moins il va y avoir un changement dans les formalités, dans l'organisation même des nouvelles expertises. Parce que c'est vrai que là on est sinon dans un clivage épistémologique très profond, très très profond. L'INSERM, c'est Institut National, etc., recherche médicale. Dans médecine, personne n'a jamais dit, comme une loi intangible, qu'il n'y avait que du quantifiable. Dans la médecine, il y a aussi la clinique, qui est beaucoup plus difficile à quantifier. C'est vrai, mais qui existe. Elle a une consistance, la clinique. Je veux dire, Winnicott disait, moi, j'ai pas peur des statisticiens, mon expérience à moi, elle se base sur 70 000 patients. Bon, je veux dire, 70 000 patients, écoutés individuellement, ça a de la valeur aussi. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à ne pas céder au clivage. C'est-à-dire qu'en ce moment, et je pense quand même que Philippe sera d'accord là-dessus, je ne dis pas que c'est dommage ou pas dommage, on est dans une époque où la prime est quand même à ce qui est quantifiable, à l'evidence-based medicine. Moi, je me souviens il y a eu plusieurs expertises à l'INSERM, avec dans une expertise, il y a eu celle-ci, puis celle d'avant, c'était la comparaison des psychothérapies et des troubles et des thérapies cognitivo-comportementales, et puis encore celle d'avant qui concernait le dépistage des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, et où là, je faisais partie du groupe d'experts avec deux autres pédopsychiatres, également psychanalystes comme moi, Didier Houzel et Claude Burchel. Et c'est vrai qu'on a été obligé de partir après 2 ans de travail, et on a beaucoup regretté, parce qu'on avait lutté 2 ans pour essayer de faire entendre que la clinique a aussi de l'importance. Alors moi, je ne suis pas du tout désespéré en disant ça. Je pense que si le contenant, si les procédures de l'INSERM changent, et si on trouve des experts qui ont un certain respect mutuel, et que nous, on veut bien écouter les études quantifiées et randomisées, mais qu'on veut aussi qu'eux, ils écoutent nos données cliniques et éventuellement nos monographies, je pense que la tonalité des futures expertises pourrait être tout à fait différente, et qu'on pourra parler, sans avoir l'air d'être conservateur, ringard ou décalé, de psychanalyse et de psychopathologie. Voilà, parce que ça, au quotidien, quand on écoute un enfant, c'est quand même ça qui compte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on a du mal pour l'instant à le réintégrer dans les expertises, parce qu'on est sur un modèle d'évidence-based medicine, et on est avec cette idée, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Mais c'est compliqué ça, parce que qu'est-ce qu'il y a de nouveau quand on nous dit, voilà, on a trouvé 2 cas de dyslexie avec une petite anomalie à neuroimagerie. Moi, j'avais un maître, un Necker, qui disait, 1 cas c'est une anecdote, 2 cas c'est une série. Bon, ça c'était Pierre Royer. Bon. Alors si 2 cas c'est une série, moi j'ai jamais osé dire qu'à partir d'un enfant qui me paraît présenter tel ou tel mécanisme de défense sur le plan psychopathologique, j'ai trouvé une nouvelle hypothèse de ceci ou de cela. Chaque cas est différent. Il faut que, moi je dirais qu'il faut que les biologistes nous apportent aussi leur monographie. Voilà.
Ils ont un travail à faire. Et nous, on pourrait leur apporter nos statistiques. Alors, peut-être. Parce que quand même, la Peut-être. psychanalyse a été Peut-être. triomphante dans beaucoup de domaines dans les 30-40 dernières années. Ouais. Donc, elle a amené beaucoup de choses. Et moi-même, j'ai une formation analytique que je ne renie pas. Il y a eu aussi quand même des dérives extrêmement sérieuses. Ouais, je pense quand même que si on soigne mieux les schizophrènes, c'est pas en raison de la forclusion du nom du père. Il y a des dérives biologiques gravissimes, tu le sais très bien. Non, aussi. bon, peut-être, mais elles sont plus faciles à corriger. Tandis que les autres, on reste justement dans la relation et dans la bonne volonté, l'indicible. C'est très difficile de montrer qu'une psychothérapie est inefficace, voire nuisible. Parce que tout peut quand même changer. Pour un médicament, c'est quand même plus facile de voir s'il apporte des résultats ou il n'apporte pas des résultats. Il faut quand même voir qu'on a eu une espèce de fermeture. Alors, il ne faut pas tout rejeter, enfin, il faut sortir du tout ou rien, mais ouvrons-nous à des choses différentes. C'est ce côté fermé, enfin. Quand je pense quand même que dans la pétition, sur les 2 premières lignes, il y a 2 fois étrangers. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire sont des étrangers. Tout d'un coup, on se retrouvait là, les étrangers, c'est très, très, très dangereux. Enfin, quand même, bon, parce que ça vient des pays anglo-saxons. Bon, enfin, donc, ouvrons-nous aussi, acceptons un certain nombre de choses. S'il y a quand même des gros changements dans la psychiatrie, c'est quand même essentiellement grâce aux médicaments, mais aussi grâce à l'apport de la sur la psychiatrie symptomatique, je veux dire, c'est-à-dire sur les troubles réels. Ça a apporté quand même un très gros, bon, pour les troubles de l'humeur ou pour la schizophrénie, ça a quand même changé sensiblement des choses, et ça reste quand même très, très, très imparfait. Donc, ne nous enfermons pas non plus. On est très fermés aussi en France, très fermés. Et alors, quand on parle de Chirac, mais c'est pas le problème. Bon, les fautes ou les. Pour Chirac, je me fais pas de soucis pour ses capacités d'apprentissage et de se débrouiller dans la vie. Bon, moi, ce qui me fait souci dans ces enfants, c'est que la plupart vont être marginalisés de fait parce qu'ils n'auront pas appris, ils ne se seront pas nourris, ils auront un certain nombre de difficultés. C'est ça qui est grave, c'est que c'est leur avenir qui se joue et qu'ils ne pourront pas avoir de choix. Ils vont être prisonniers, plus ils auront de difficultés, plus ils seront prisonniers de leur comportement. C'est ça qui est terrible dans la maladie. Quand on voit que ce sont des enfants, et puis je trouve aussi qu'on a une faconde, et nous, on a le psychisme, d'accord, mais enfin on se gargarise aussi de cela. Et quand on voit qu'un certain nombre d'enfants qui arrivent, comme je disais tout à l'heure, qui sont en échec scolaire, qui sont marginalisés, qui sont malheureux, et qu'en effet on met sous Ritaline, et qu'on voit que dans la semaine qui suit, les résultats changent, dans la semaine qui suit, et le plaisir qu'ils ont, et le bonheur qu'ils ont. Comprenez, il faut quand même qu'on soit un petit peu modeste. Je ne dis pas que c'est la réponse à tout. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu des tas d'autres facteurs psychologiques. Car souvent après, une fois que ça va bien, comme je disais tout à l'heure, ils se dépriment un peu. Parce qu'ils voient toutes les années perdues. Parce qu'ils n'ont plus ce mécanisme de défense qui était de s'agiter comme ça, qui est très peu psychique, qui est vraiment une réaction comme ça basique pour éviter la dépression en faisant le clown, en s'agitant. Là, ils se retrouvent face à eux-mêmes, ils sont plus calmes. Là, il faut pouvoir les aider. Ils se dépriment. Enfin, c'est des choses graves. Ça n'a rien à voir avec, vous comprenez, Chirac. Il y a quelque chose il faut revenir à la situation d'enfants en développement et ce qu'on fait subir, nous aussi, à ces enfants. Et quand je disais les choix, c'est des choix aussi de vie qui se posent actuellement, parce que des parents disent, est-ce que j'impose un soin ou est-ce que je ne l'impose pas? Moi, j'ai vu quand même des résultats différents selon qu'une anorexique, on impose un soin ou qu'on la laisse mourir. Est-ce qu'elle voulait mourir? Je ne pense pas. Et pourtant, il y a des parents qui n'osent pas dire « Maintenant, si tu risques de mourir, je ne suis pas d'accord, je fais le pari de la vie. » Là, il y a une valeur qu'il faut... Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas neutre tout ça pour niveau de l'enfant. Il y a une autorité quand vous dites l'autorité. Mais oui, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Que la vie, c'est la valeur primordiale et qu'on ne les laissera pas s'abîmer, qu'on n'a pas à s'extasier sur leur scarification en disant « C'est une œuvre d'art, c'est un moyen de s'exprimer. » Oui, d'accord, sauf qu'ils n'ont pas à s'abîmer. Ils n'ont pas à s'abîmer, nos enfants n'ont pas à s'abîmer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Mais ça, on ne le dit plus. Vous voyez, il y a quelque chose là au niveau de... Il faut comprendre, les pauvres petits, ils souffrent. On ne laisse pas des enfants s'abîmer. Est-ce que j'ai dit ça Est-ce que j'ai dit ça? Je ne te parle pas là. Toi, je parlais à madame. D'autres questions? Juste pour votre question, monsieur, sur les hommes politiques, si ça vous intéresse, il y a une spécialité de la psychologie qui s'appelle le profilage psychologique des leaders politiques, qui est très développée à la CIA. Et il y a un bureau qui est créé au Quai d'Orsay qui consiste à faire des profils politiques, des traits de personnalité des grands leaders. Et il se trouve qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de traits de personnalité qui, en général, sont plus marqués chez les grands dirigeants que chez le commun. Voilà. Donc, si ça vous intéresse. J'ai une question, là, dans les premiers rangs.
Merci. Bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier pour ce débat et je voudrais revenir sur le petit conflit qu'il y a eu sur le mot autorité. J'ai l'impression qu'il y a une confusion entre autorité et autoritaire, parce qu'on peut avoir de l'autorité sans être autoritaire. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'autorité. Et je crois qu'il y a beaucoup de parents qui sont un peu tétanisés par la machine de guerre des services sociaux et qui ont peur de dire non, qui ont peur d'exercer la moindre autorité. Donc, je voudrais savoir ce que vous pensiez de ça, parce que c'est assez paralysant. Et je voudrais savoir aussi ce que vous pensez sur une directive européenne qui va peut-être être généralisée, c'est sur les châtiments corporels et sur la fameuse fessée. Donc le non à la fessée. Alors c'est vrai que le châtiment corporel, tout le monde est contre, on ne bat pas les enfants, mais une fessée dans l'année, c'est pas un drame. Et je voudrais avoir votre avis sur ça, parce que ça paralyse beaucoup de parents. Moi-même, je suis pas encore père, mais je me pose beaucoup de questions. Et je me dis, mais ça fait peur de faire des enfants. Enfin, on n'a pas peur de faire des enfants, mais on se sent un peu désarmé et on se sent un peu pris au piège dans l'étau des lois, des directives, des services sociaux qui sont un peu tout. Jean-Claude Amezen, la fessée est-elle éthique ? Et voilà. Et qui ne sont pas forcément coachés derrière. Vous savez, les châtiments corporels pour les adultes, ça existe encore dans certains pays du monde et ça a existé. La question des châtiments corporels pour l'enfant, moi je crois que c'est la vraie question de l'autorité. C'est comment est-ce qu'on construit un respect réciproque qui est la base même d'une vie sociale. Et c'est ça l'autorité, c'est ce qui permet d'une manière réciproque de le construire. Alors après, il y a toujours des méthodes autoritaires pour suppléer à cette absence ou à ce défaut d'autorité. Et la question, c'est est-ce que ces méthodes autoritaires sont un moindre mal ou pas ? Donc là, c'est anecdotique, parce que je veux dire, là encore, c'est pris de manière entre cogner la tête d'un enfant parce qu'on est en train de le secouer, lui donner une gifle qui va entraîner une surdité et lui donner une fessée, le même mot de châtiment corporel ou d'atteinte à l'intégrité devient quelque chose de sacralisé. Donc je crois que c'est encore une fois dans la relation qui se construit, et c'est une relation avec l'enfant, quelle que soit sa forme d'amour, quelle que soit la forme qu'elle prend, du moment qu'elle ne met pas en péril l'enfant, parce que c'est ça le problème j'allais dire, de l'atteinte à l'intégrité. C'est anecdotique. Alors que pour poser des principes, il faille affirmer des directives. Vous savez que c'est pas anecdotique. Philippe Jamais parle d'autorité. Il y a beaucoup de maris en France qui croient que l'exercice d'autorité consiste à taper leurs femmes. Il y a beaucoup de maris en Espagne qui croient que l'autorité consiste à tuer leurs femmes en les frappant. Donc, je veux dire, l'autorité, c'est pas n'importe quel moyen pour imposer ce qu'on croit, c'est au contraire construire des relations qui permettent de vivre ensemble. Et je crois que c'est ça qui est important. Et de la même façon, pour ce qui est évoqué, les médicaments, c'est fantastique, à condition, encore une fois, que ça soit mis au service des personnes et que ça ne soit pas les personnes qui soient mises au service des médicaments. Moi, je suis très frappé. Les antidépresseurs, c'est des choses extraordinaires. Mais pourquoi sommes-nous devenus le premier consommateur d'antidépresseurs au monde ? On a vu avec les antibiotiques ce qu'un usage excessif et non réfléchi pouvait entraîner comme catastrophe. Donc, il n'y a rien qui est bon ou mauvais. C'est la façon de le penser et de le mettre en pratique. Tout à l'heure, on a parlé de narcissisme. Je voudrais répondre un tout petit peu sur la fessée quand même. Bon, sur la fessée qui tue, c'est quand même assez rare. Tu parlais d'intégrité. Le problème, c'est dans notre contexte socio-culturel, quand on est pédopsychiatre, on ne peut pas faire l'apologie de la fessée. Maintenant, un jour, Philippe Jamais disait très justement que quand on engueule un adolescent, mais bon, la fessée pour les enfants plus jeunes, c'est un peu la même chose. Tout dépend si c'est une fessée, si c'est quelque chose d'humiliant et qui veut dire au fond à l'adolescent ou au bébé, de toute façon, t'es nul, t'y arriveras jamais, et t'es une mauvaise partie de moi-même, et je te rejette. Et là, à ce moment-là, la fessée est dévastatrice. Ou si c'est encore une fois, je ne fais pas l'apologie de la fessée. Il y a quelques fessées qui partent et les fessées retenues font du mal aussi. Hein. Alors il y a quelques fessées qui font du bien quand ce sont des fessées narcissisantes. Je te punis, je t'engueule et je dis ça parce que je sais que tu peux y arriver, que j'ai confiance en toi et qu'en fait c'est plutôt quelque chose d'indirectement encourageant. Alors encore une fois, je ne fais pas l'apologie de la fessée, mais le critère entre nocif ou pas nocif, ça me paraît la question de l'intégrité narcissique. Est-ce que c'est humiliant, dévalorisant et disqualifiant, ou est-ce que c'est quelque chose qui très maladroitement, et c'est dommage d'en arriver là, mais traduit quand même quelque chose d'une confiance de l'adulte dans l'avenir de l'enfant?
Oui, tout à fait. Ou une gifle à un moment donné. C'est pas, évidemment, dès qu'on dit on va faire l'apologie, il vaut mieux en effet, normalement, on peut s'en passer. Mais il y a quelque chose aussi de sain à un moment donné, qui est de dire non, mais ça, arrête quoi un peu. C'est pas possible, et c'est parce que je t'aime, et c'est ce que sent l'enfant, c'est parce que tu as de la valeur. Bon, maintenant, ça, tu me pas. Ou un gamin de 13 ans qui commence à dire connasse à sa mère ou ferme ta gueule, ben, il reçoit une paire de gifles. C'est pas forcément dramatique. Ça dépend comment c'est fait. Et c'est souvent beaucoup moins problématique parce que, bon, une fois qu'il y a eu l'affrontement, ben, personne n'en meurt, c'est pas si grave que ça, on tourne la page, et puis voilà. Que de dire, je supporte, regarde ce que tu as fait, comme c'est mal, moi qui t'en fais pour toi, et qui souffre tellement pour toi, et qui suis tellement bien, et qui suis tellement compréhensif. On culpabilise aussi les enfants, comme ça, de manière... Donc c'est l'intentionnalité. Alors allez légiférer. Mais dans quel monde est-on avec les problèmes majeurs qu'on a? Allez dire le plus important, c'est maintenant de légiférer sur les fessées ou les... Vous pensez que ça n'empêchera pas les sadiques d'aller cogner ou les maris? Donc je veux dire, c'est pas preuve d'autorité, c'est une signe de faiblesse. C'est que le sujet est débordé. Bon, c'est pas une preuve de force. Je crois que la question était une façon de nous soigner là. On s'est donné des fessées narcissisantes là. Et puis je crois qu'il faut aussi souvent penser aux normes, hein, parce qu'il y a le bon sens, mais le bon sens, c'est aussi ce sur quoi on est tous d'accord. Je reviens à ça. Il y a 60 ans en France, on était tous d'accord pour penser que les femmes n'étaient pas capables d'élire leurs représentants politiques. Et c'était la norme, et c'était normal. Et les femmes qui voulaient transgresser ça étaient considérées comme des folles. Si on met tout sur le même plan. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est très récent. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut non seulement construire des normes, parce que c'est des façons de vivre ensemble, mais aussi les réfléchir comme n'étant pas forcément ce qui va de soi, sous prétexte que c'est ce qu'on fait depuis un certain temps. Donc il y a les deux. C'est pas non plus de dire on va être original et essayer d'avoir un progrès et laisser son nom en faisant systématiquement contre ce qui existe. Bon, et ça, c'est si on regarde le progrès de la connaissance, Philippe Vermet, dont vous parliez, et les magnifiques retombées de la médecine, c'est en remettant en question ce qu'on croit être la connaissance qu'on arrive à ce qu'elle progresse remarquablement. On va prendre une dernière question brièvement parce que nous avons des contraintes de temps pour les uns ou les autres. Est-ce que vous avez encore une question? Non, c'est parfait. Oui. On va essayer de répondre en 3 mots. Bonsoir. Donc en fait, moi je travaille dans une association de prévention justement précoce sur Paris. Et justement, en fait, là, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui est fait en France d'autre. Enfin, parce que là, c'est vrai que c'est donc un gros travail éducatif. Et voilà, enfin, du coup, je me pose la question, on en parle de plus en plus et je me demande qu'est-ce qui est fait réellement comme établissement, ou je sais pas. Enfin, comme, pour les enfants. Des enfants ou des adolescents ou des enfants, des jeunes enfants. Enfin, et de prévention par rapport à quoi? Nous, par exemple, on accueille des enfants de 6 à 12 ans. De 6 à 12 ans. Mmh. Et voilà, on les accueille après l'école et c'est des enfants qui ont été orientés par les instits et les travailleurs sociaux. Et donc, il y a des enfants qui posent des problèmes de quel ordre? En termes de comportement, et qui, au niveau scolaire, du coup, ça a des répercussions. Et du coup, voilà, on essaye de travailler auprès d'eux pour, justement, sur des petits groupes, pour essayer de... Et ce sont des enfants qui sont placés dans votre institution, non? Non, c'est pas forcément judiciaire. Non, c'est déjà, en fait, les instituteurs qui nous font part des situations qu'ils rencontrent. Et nous, après, dans l'association... on les reçoit le soir et après l'école et ils habitent voilà, chez eux. Oui. Voilà. Et c'est vrai que ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Donc il y a aussi des professionnels qui travaillent, il y a un soutien à la parentalité. Enfin, il y a plein de choses qui sont, il y a plein de choses qui sont différents paramètres à prendre en compte. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que je veux aussi me détacher de l'association, à savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait, qu'est-ce qui est fait. C'est vrai que moi je trouve ça très bien, le projet est très intéressant et donc voilà, je ne sais pas si vous avez... Mais c'est des enfants qui ont des problèmes dans leur famille ou qui ont des problèmes de socialisation entre eux parce qu'ils sont difficiles Il y a un tout, c'est des structures familiales complexes, des cultures différentes. Donc il y a ça aussi, des origines diverses.
qui font que voilà, des grandes familles, trouver sa place dans une famille de 10 enfants, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc vous leur créez un autre environnement sans pour autant avoir un rôle médical par rapport à Non, eux. voilà. Ouais. Je crois que c'est très important. Il y a un certain nombre de lieux en France et en Europe et ailleurs. Je veux dire, c'est encore une fois, on l'a vu dans certains cas, le problème n'est pas de stigmatiser ce qui fait défaut, que ce soit les parents, que ce soit l'environnement. Le problème est d'essayer de faire en sorte d'apporter à l'enfant ce qui lui manque et d'aider ceux qui l'entourent à lui apporter ce qui lui manque. Et souvent, la stigmatisation d'une aide familiale qui n'est pas appropriée, d'une aide scolaire qui n'est pas appropriée, de je ne sais pas quoi, va avoir, c'est toujours la même chose, un effet négatif au lieu d'avoir un effet motivant. Donc c'est toujours très difficile comment est-ce que je peux dire, de repérer ce qui manque et d'aider à construire ce qui va permettre de suppléer, sans simplement dire ça manque parce que c'est mauvais. Mais alors, avec l'acte du développement, en plus, c'est assez difficile de délimiter strictement prévention et prévention, parce que ce que vous faites comme soin ou comme apport à ces enfants de 6 ans, c'est de la prévention pour leur adolescence, on pourrait dire, au niveau de l'échec scolaire, au niveau de leur insertion sociale, de leur bien-être familial ou personnel. Donc j'ai cru que vous posiez la question de la prévention peut-être en amont même, avant qu'ils arrivent chez vous. Pas forcément, non. Parce qu'il existe comme... Non, parce que ce que je voulais dire à ce propos-là, c'est que effectivement le rapport, finalement, son bienfait, c'était de nous dire vraiment, faisons attention tous très tôt. Et ce que je voudrais dire quand même, avant qu'on se sépare, c'est que pour les tout petits, rien ne va bien parfaitement. Mais je veux dire, les PMI en France sont pas si mal organisés que ça. Quand un enfant va très mal en crèche, quand un enfant va très mal, quand il y a une souffrance, excusez-moi de reprendre ce mot, mais quand il y a une souffrance dans sa famille, quand il y a une difficulté interactive relationnelle quelconque, en gros quand même, ils sont assez repérés. Et d'ailleurs, comme on nous a dit, très vite on peut se retrouver 15 ou 17 autour de lui, et c'est une autre complication parce qu'ils ont été repérés. Par contre, c'est vrai qu'au moment de la médecine, à l'entrée à l'école, il y a quelque chose qui se perd, et ça pouvait être, le rapport peut être utilisé bien de cette manière-là, c'est-à-dire que les médecins scolaires sont en très grande difficulté, parce qu'ils sont très peu nombreux, c'est les seuls médecins du territoire qui ne dépendent pas du ministère de la Santé, mais du ministère de l'Éducation, qui ne sont pas en position, qui ont un travail énorme, qui est infaisable, je veux dire, bon. Alors que ça pourrait être un métier formidable de dépistage, de prévention, de repérage, donc il y a un énorme effort à faire au niveau de l'école maternelle et de l'entrée à l'école primaire, vous dites d'ailleurs 6 ans. Alors ça, ce serait de la prévention. Et là, on a quelque chose à organiser, peut-être sur des signes de repérage ouverts, en disant, ces enfants, moi qu'est-ce qu'il faut repérer? C'est pas les futurs tops ou les futurs ceci, c'est les enfants qui ont besoin de nous, là, en ce moment. Et s'ils ont besoin de nous, on n'est pas obligé d'être obsédé par leur devenir. Il faut s'en occuper. Et je crois que ce qui est bon, c'est de montrer à l'enfant qu'autour de lui, entre la famille, l'école et éventuellement les intervenants supplémentaires, psychanalyste, psychothérapeute, éducateur, psychologue, orthophoniste, etc., on peut créer des liens, un réseau de communication qui croit en l'enfant. Voilà. Je pense que ce sera le mot de la fin. Alors, on ne peut pas être 17, mais on ne peut pas être tout seul non plus. Merci à tous. Merci. Oui.